Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à cette conférence débat de Serre France Brocéliande. Merci d'avoir répondu nombreux à notre invitation. Ce soir, nous sommes à guichet fermé. Ce soir, nous sommes 520 personnes ici réunies dans cette salle du Ponant. Merci pour votre présence. Et tout de suite, pour démarrer ce rendez-vous, j'appelle à me rejoindre Monsieur Laurent Marc. Vous pouvez l'applaudir. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous. Bonsoir Laurent. Laurent, vous êtes le directeur général de Serre France Brocéliande. Un mot pour vous présenter et pourquoi ce nouveau rendez-vous à l'endroit des adhérents? Bien, bonjour à tous. Donc déjà, c'est l'occasion pour moi de vous saluer pour certains pour la première fois parce que j'ai rejoint Serre France Brocéliande il y a quelques mois. Je suis arrivé le 1er septembre à Rennes. Donc, moi, je suis issu du réseau Serre France. J'étais dans un département voisin. Donc, j'ai été dans les Côtes-d'Armor pendant un certain nombre d'années. Voilà. Et puis, je suis originaire du Finistère. Donc, ça, j'aurais fait la boucle. Je serais parti du Finistère, les Côtes-d'Armor, j'arrive en Ille-et-Vilaine et puis le Morbihan. Donc, ravi de vous rejoindre à Serre France Brocéliande. Alors, ce soir, c'est un peu une première pour nous parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas organisé une soirée comme celle-ci. Effectivement, on est très content parce qu'on a rempli la salle. Donc déjà, c'est le premier challenge. Donc, comme tu disais, guichet fermé. On a même refusé un peu de monde, c'est pour dire. On a rajouté des chaises. Donc, je remercie aussi évidemment tous ceux qui sont venus. Je remercie particulièrement les collaborateurs qui se sont déplacés donc de différentes agences et qui ont fait le travail qu'il fallait faire pendant ces 15 derniers jours pour rappeler les clients et puis faire en sorte qu'on passe une belle soirée ensemble dans une salle bien pleine. Donc voilà. Le résultat est là ce soir. Le résultat est là. Alors ce soir, on n'a pas d'autre ambition que de passer une bonne soirée ensemble. L'objectif, c'est, si possible, d'apprendre. Apprendre et comprendre. Parce que voilà, on a des invités qui vont nous apporter énormément d'éléments, je pense. C'est aussi une soirée pour échanger. Donc on aura le temps d'échanger. Vous aurez aussi l'occasion de prendre la parole tout à l'heure ou de poser vos questions si vous en avez. Et puis c'est aussi une soirée qui va être marquée sous le sceau de la convivialité parce qu'on a un temps d'échange entre nous et puis de partage derrière après la conférence. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'actuellement, on a l'impression quand même de vivre un moment d'histoire. Depuis 2 ans, on traverse exactement énormément de péripéties. Voilà. Donc c'est vrai, le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, donc les problèmes énergétiques dont on aura l'occasion d'échanger tout à l'heure, notamment avec Jean-Guy Le Floch, qui touche énormément le monde industriel. Mais donc dans cette situation-là, on cherche tous à comprendre en fait. On cherche aussi tous à essayer de trouver des pistes de réflexion, si ce n'est des portes de sortie en tout cas. Voilà, donc c'est l'objectif de la soirée, c'est d'avoir des éléments de réflexion. C'est pour ça qu'on a orienté notre choix en termes d'intervenants sur 2 profils très différents. Éric Heyer, économiste, et puis Jean-Guy Le Floch, capitaine d'industrie, très connu en Bretagne et puis au niveau national aussi, PDG d'Armorlux. Voilà, donc on aura la double vision, à la fois macroéconomique, mais aussi microéconomique, pratique, pratique de l'industriel. Donc je les remercie de leur présence ce soir avec nous. Un qui vient de très loin, puis un qui vient de moins loin. Merci à vous deux. Donc voilà, je ne vais pas parler plus longtemps. Donc merci beaucoup d'être venus. Je serai à votre disposition aussi après la conférence si vous souhaitez venir échanger. Profitez de la soirée et puis à tout à l'heure. Merci Laurent pour ces propos. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Serre France Brocéliande. Donc merci beaucoup pour ces premiers mots. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de me présenter. Mon nom est Christian Dubois, je suis en charge du développement et j'ai la mission ce soir d'animer cette conférence pour vous permettre effectivement de disposer d'un éclairage. Comme le disait monsieur Laurent Marc tout à l'heure, nous sommes dans une période plutôt perturbée, ce qui nécessite aujourd'hui donc d'ouvrir un petit peu notre réflexion pour adapter nos modèles. Alors, tout de suite, permettez-moi donc
de solliciter Monsieur Éric Heyer, s'il veut bien me rejoindre sur l'estrade. Vous pouvez l'applaudir. Enchanté, Monsieur Heyer. Un grand merci d'avoir accepté notre rendez-vous. Merci pour votre présence. Nous aurons de nombreuses questions à vous poser tout à l'heure. Nous y reviendrons dans un instant. Maintenant, pour donner donc la tonalité de cette rencontre, donc quelques mots pour donner les différentes séquences. Donc une première séquence qui donnera place bien sûr à la conférence, et la seconde séquence sera le regard croisé de Monsieur Jean-Guy Le Floch, donc entrepreneur de textile, bien connu effectivement dans le monde finistérien. Et la troisième séquence sera dédiée aux questions avec la salle. Alors, comme on le disait tout à l'heure, donc nous sommes sur donc une période où nous enchaînons les crises depuis 2-3 ans. Nous sommes dans une période plutôt bousculée. Vous-même, en qualité de chef d'entreprise, vous avez constaté justement ces mouvements et vous dites que les réponses d'hier ne sont plus forcément adaptées à la situation d'aujourd'hui. Alors, tout de suite, je vais me tourner vers Éric Heyer. Monsieur Heyer, bonsoir. Monsieur Heyer, donc, vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, vous êtes docteur en sciences économie. Vous êtes également le directeur, me semble-t-il, donc, du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques, mais aussi membre du Haut Conseil des finances publiques. Alors, avant de vous donner la parole pour la conférence, un mot pour nous dire justement comment vous percevez aujourd'hui cette période actuelle. Qu'est-ce qu'on doit penser de notre avenir ? Bonsoir tout le monde. Alors c'est vrai, c'est une question très large. Alors, en tant qu'économiste et prévisionniste, normalement, on essayait de prévoir un certain nombre de crises, des crises qui venaient de bulles, soit financières, soit immobilières. Donc c'était des schémas un peu classiques. On trouvait dans les manuels quand même quelques réponses, ou en tout cas quelques pistes de réflexion. Là, aujourd'hui, les crises, c'est plus des crises économiques, réellement. C'est plus des crises endogènes au système, c'est des crises exogènes. C'est-à-dire que c'est une pandémie. On pensait que c'était terminé, ça revient. C'est un conflit armé, c'est des problèmes énergétiques. Donc, une superposition de et des crises qui sont complètement exogènes au système. Et la question qui se pose tout de suite après, c'est tout ça a des coûts gigantesques, mais qui doit payer cela? C'est-à-dire que, vous voyez, quand c'est les banques qui font un peu n'importe quoi, on peut le dire, tiens, le système financier, on va reprendre une partie des aides qu'on a données. Là, aujourd'hui, la pandémie, qui doit supporter le coût, le conflit armé. Vous voyez, on veut pas, lorsqu'il y a un dictateur qui franchit des lignes rouges, comment on lui indique cela? On veut pas que ça se dégénère en guerre mondiale. Donc, on y reviendra tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure, notamment à partir de quelques données économiques et voir justement quelle est la place de l'Occident aujourd'hui. Merci d'être des nôtres, Monsieur Heyer. Donc maintenant, place à l'exposé. Donc apparemment, l'arbitre m'a donné à peu près 45 minutes pour exposer à peu près 5 enjeux. Vous voyez, on va essayer de voir ensemble pendant ces 45 minutes. Il y aura peut-être du temps additionnel si vous le permettez. Mais globalement, les 5 enjeux que j'aimerais un petit peu voir avec vous, c'est d'abord revenir sur la conjoncture. Où on en est aujourd'hui, à la fois de cette crise Covid, de cette crise énergétique, des difficultés de recrutement, des problèmes d'approvisionnement, de la crise énergétique, des taux d'intérêt qui augmentent. Allez, faire un petit rappel de tout cela et de faire des petites projection à 1 an. Le deuxième point qui est d'actualité, vous voyez, on a le président aujourd'hui qui est aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine guerre commerciale. Donc faire un petit rappel de pourquoi cette guerre commerciale est là. Est-ce que c'est uniquement le fait des Américains qui veulent globalement, vous voyez, depuis Trump, faire la guerre et aux Chinois et aux Européens? Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est amplifié par un certain nombre de mécanismes? Donc deuxième enjeu, qu'est-ce qu'on peut dire sur la guerre commerciale? Ça nous amènera forcément sur un petit enjeu autour de l'Europe. Est-ce que l'Europe est unie? Est-ce que l'Europe a encore du sens? Il y a un quatrième enjeu qui sera lié à la dette publique. Tout ça coûte très cher aux finances publiques. Vous voyez, on pensait être en faillite quand on avait une dette à 60. Maintenant, la dette est à 115 points de PIB. On n'est toujours pas en faillite. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut monter jusqu'au ciel? Ou est-ce qu'il y a un moment, une piqûre de rappel? Et les deux derniers enjeux, c'est bien entendu, est-ce qu'il n'y a pas devant nous une crise sociale?
Vous voyez, comme il y avait les Gilets jaunes en 2019, mais est-ce qu'il n'y a pas une crise sociale dans les tuyaux qui pourrait un tout petit peu freiner la reprise économique lorsque les problèmes énergétiques s'arrêteront? Et le dernier point, qui n'est pas un enjeu, qui est une contrainte, d'accord? Donc je le mets en dernier, non pas parce que je pense que ça n'a pas d'importance, au contraire, je le mets en dernier pour un peu marquer les esprits, c'est la contrainte environnementale. C'est-à-dire qu'il va falloir, vous voyez, c'est pas un enjeu, l'environnement, c'est une contrainte. C'est-à-dire qu'il va falloir répondre aux contraintes précédentes, d'accord, sous la contrainte environnementale. Et donc, ça va poser un certain nombre de difficultés, d'accord? Et là aussi, juste exposer avec vous, alors en très rapide, il faudrait beaucoup plus de temps pour entrer dans le détail, mais je serais très heureux de discuter avec vous après, au moment du cocktail. Mais globalement, se dire qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux aujourd'hui comme contraintes, comme fiscalité liée à l'environnement. D'accord, donc un programme qui est assez chargé. Alors, puisque je suis économiste, un économiste vient toujours avec ses graphiques, sinon il se sent un peu tout nu. Donc globalement, il y a tous ces graphiques. Bien entendu, je les donnerai à Christian Dubois. Il n'y a aucun problème si vous les souhaitez après. Donc premier point sur la conjoncture. Allez, où on en est? Ça fait 3 ans qu'on est en crise. Souvenez-vous, c'était le 4e trimestre 2019. C'était le dernier trimestre sans crise. Donc là, on a le chiffre du 3e trimestre 2022. Donc, elle est quasiment 3 années. Vous voyez où on en est. Donc, premier graphique, vous voyez, c'est la France aujourd'hui, au 3e trimestre 2022, produit 1% d'un point de vue macroéconomique, 1,1% de plus qu'avant la crise d'il y a 3 ans. D'accord? Bon, donc c'est pas terrible, vous voyez, 1% de croissance en 3 ans. Vous voyez, on peut dire, bon, on est sorti de la crise, ça y est, on produit plus qu'avant la crise, mais ça fait quand même très, très peu de croissance. Quand je me compare aux autres grands pays, bon, c'est pas si mal que ça. Vous voyez, pour une fois, on fait mieux que les Allemands. Vous voyez, les Allemands, eux, ont connu une crise un peu moins forte, mais aujourd'hui, ils sont qu'à 0,2% au-dessus du niveau d'avant-crise. Bon, vous voyez, pour une fois qu'on fait mieux, on peut le signaler, mais on fait mieux aussi que les Japonais, que les Britanniques, que les Espagnols. Finalement, allez, il n'y a que les États-Unis, d'un point de vue des grands pays, qui, pour l'instant, fait mieux que nous. Donc ça, c'est un premier constat d'un point de vue macro. Alors attention, il faut le relativiser, ce constat macro, parce que quand on rentre dans les secteurs, vous voyez, d'un point de vue macro, on fait plus 1, mais il y a des secteurs qui sont encore en pleine crise. Vous voyez, l'industrie, aujourd'hui, est à moins 6 par rapport à son niveau d'avant-crise. Donc, dire que, ça y est, on était sorti de la crise, non. Vous voyez, l'industrie, moins 6, c'est une belle récession qui frappe encore l'industrie. Alors, l'énergie tombe aujourd'hui à moins 10, mais ça, c'est une crise très spécifique depuis la guerre ukrainienne, parce qu'ils étaient quasiment à l'équilibre avant ce conflit. La construction qui est encore en récession. Et puis, vous avez les services au-dessus, qui sont à plus 3%, puisqu'on est quand même une économie de services. C'est pour ça qu'on a plus 1 de croissance. Et quand je rentre un peu plus dans le détail, vous voyez que tout en bas, vous avez dans l'industrie, les matériels de transport, où ils sont, vous voyez, à moins 35. C'est quoi? C'est l'automobile, l'aéronautique. Vous voyez que c'est une crise qui est encore gigantesque et assez structurelle pour un certain nombre de secteurs. Donc attention, quand on dit que tout va bien ou que ça va mieux, et ça dépend d'où on parle et de quel secteur on regarde, parce que bien entendu, tout en haut, vous avez les services financiers, l'information, la communication qui font du plus 10 ou plus 11. Donc vous voyez, les entreprises, si elles sont dans l'industrie ou si elles sont dans les services, elles n'ont pas aujourd'hui elles ne connaissent pas la même conjoncture. Alors, si ensuite je regarde ce qu'on appelle les comptes d'agence, c'est-à-dire que, vous voyez, il y a eu une crise économique en 2020-2021. On n'a pas encore les chiffres de 2022, l'année n'est pas terminée. En 2020-2021, l'économie française a perdu 160 milliards d'euros. J'arrondis un peu à quelques milliards près aujourd'hui, mais en gros, le chiffre qu'on peut retenir, si vous voulez un chiffre, 160 milliards d'euros. Qui a payé? Qui a perdu ces 160 milliards d'euros? Vous voyez, il n'y a pas 36 acteurs. Vous avez les ménages, les entreprises, les finances publiques. Alors, on a eu un président qui tout de suite nous a dit quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire qu'on a entendu, c'est les finances publiques qui vont prendre à charge tout le coût de la pandémie. Bon, quand on regarde le chiffre, effectivement, les finances publiques, c'est le bleu ciel. Les finances publiques ont perdu 160 milliards. Donc, il y avait bien un coût de 160 milliards. Les finances publiques ont bien pris à leur charge l'intégralité du coût. Mais vous voyez que les deux autres acteurs ne sont pas neutres.
Et vous avez des ménages, les ménages au sens large, encore une fois, on rentrera dans le détail un peu après, mais les ménages qui ont gagné au cours de la crise Covid 64 milliards. Là, j'ai dit que j'arrondissais. 60 milliards, ont gagné 60 milliards. Et de l'autre côté, les entreprises qui ont perdu 60 milliards. Donc, effectivement, un quoi qu'il en coûte qui était relativement bien calibré, mais avec des ménages qui ont un peu gagné, des entreprises qui ont un peu perdu. Excusez-moi pour le un peu, 60 milliards, c'est quand même une somme. Alors, vous voyez, si je me compare aux autres pays, d'accord, j'ai pris les grands pays, bon, bah, c'est sûr que à choisir, il vaut mieux être un ménage français, d'accord, c'est les ménages français qui ont le plus gagné. Par contre, c'est les entreprises françaises qui auraient le plus perdu, si on croit encore une fois les chiffres des instituts nationaux de statistiques. Donc, vous voyez, de ce point de vue-là, un calibrage relativement bien fait, mais sans doute un peu trop favorable aux ménages et pas assez pour les entreprises. Il va falloir le garder parce qu'on va avoir 2022 et 2023 où le coût va s'alourdir avec l'énergie. Mais pour l'instant, c'est le premier bilan qu'on peut en tirer. Tout de même, une petite question. Comment se fait-il, vous voyez, qu'avec 60 milliards de pertes, d'accord, normalement, il aurait dû y avoir des faillites en cascade en France. Or, que nous disent les statistiques? Eh ben, une année normale, en France, c'est 55 000 faillites par an. C'est normal. Il y a des faillites chaque année. Il y a en moyenne 55 000 faillites. 2020, 31 000 faillites. 2020, 31 000 faillites. 2021, 32 000 faillites. Moins de faillites en 2020-2021 alors qu'on perd 60 milliards quand on est entreprise. Comment on explique et on essaie de rabibocher ces deux statistiques? Eh ben, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ce graphique? Il n'y a pas les PGE. Il n'y a pas tous les prêts garantis par l'État. C'est pas encore dans les bilans puisque personne n'a perdu encore. L'État ne peut pas dire qu'elle va encaisser des pertes pour l'instant. Et donc, vous voyez, c'est 135 milliards de PGE plus 35 milliards de dette fiscale. Elle s'est encore suspendue. D'accord? Et là, on demande petit à petit, en 2022, 2021, il n'y a pas de remboursement encore, mais dès 2022, ça y est, le remboursement des PGE commence. Et donc, attention, c'est à ce moment-là où on verra ce qu'on appelle des entreprises zombies. C'est pas une belle appellation, mais c'est l'appellation de Bercy. C'est quoi ces entreprises zombies? C'est les entreprises qui auraient dû faire faillite en 2020 et en 2021 s'il n'y avait pas eu de crise, qui n'ont pas fait faillite parce qu'elles ont reçu énormément d'aides pour l'activité partielle et même des PGE. Donc, on les a maintenues en vie parce qu'on n'a pas voulu trier à ce moment-là. Mais attention, ces entreprises-là, bien sûr, vont faire faillite. Et ça, l'État ne va pas continuer à les aider. Mais en revanche, il est possible que des entreprises qui se portaient bien avant la crise, qui se portent mal maintenant, fassent faillite. Et ça, ça serait un peu plus délicat pour l'État parce que l'idée, c'était de sauver le tissu productif. On y reviendra un peu plus tard. Donc, quand je regarde maintenant le climat de confiance, ça aussi, c'est très étonnant. Vous voyez, si je vous avais pas montré ce graphique et si je vous avais fait un petit pari entre nous en disant, à votre avis, le climat de confiance, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise aujourd'hui, est-ce qu'ils ont une confiance dans l'avenir ou pas? Moi, je dis non, compte tenu de tout ce qui se passe, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, enfin, vous connaissez mieux que ça que moi. On aurait pu penser que le moral des entreprises serait assez bas. Bon, étonnamment. Et ça, vous voyez, c'est les statistiques de l'INSEE qui questionnent tous les chefs d'entreprise tous les mois. Globalement, le moral est encore assez élevé. Vous voyez, dans la construction, c'est au beau fixe, c'est le jeune, vous voyez. Ça n'a jamais été aussi élevé. Alors, bien sûr, ça chute depuis la guerre ukrainienne, mais ça reste au-dessus du niveau moyen, c'est-à-dire un climat de confiance qui est assez élevé. Alors, comment on peut essayer d'expliquer cela? Notamment chez les industriels, par des carnets de commandes qui sont pleins à craquer. C'est-à-dire que habituellement, dans les carnets de commandes des chefs d'entreprise, il y avait à peu près 3 mois de production, c'est de la moyenne, et dans tous les pays européens, vous voyez, c'était à peu près ça, 3 mois de production dans les carnets de commandes. Aujourd'hui, c'est entre 5-6 mois de production à venir. Donc, vous voyez, effectivement, les chefs d'entreprise indiquent à l'INSEE, globalement, moi, si j'ai réussi à vendre. Maintenant, il va falloir que je produise. J'ai un peu de difficulté à produire. Alors, on va voir quels sont les freins. Mais globalement, le jour où ça se lève, j'ai beaucoup de carnets de commandes et donc la production peut repartir assez vite. Alors, pourquoi aujourd'hui elles ne peuvent pas produire? Alors, vous voyez, il y a quatre freins généralement. Soit vous n'avez pas de demande, d'accord, c'est pour ça que vous ne produisez pas. Soit vous avez des problèmes d'approvisionnement. Soit vous avez des difficultés de recrutement, c'est la main-d'œuvre. Soit vous avez des problèmes financiers. Vous voyez qu'avant la crise, dans tous les pays européens, c'était relativement homogène. Il y avait un peu de difficultés partout, mais il y avait pas de vrai frein qui était documenté. Aujourd'hui, vous voyez,
typiquement dans l'industrie, c'est problème d'approvisionnement, difficulté de recrutement. Donc c'est la même idée, on n'a pas de problème de demande, on a un vrai problème pour produire parce qu'il nous manque soit une pièce, soit de la main-d'œuvre. D'accord ? Quand je regarde dans les services, c'est un peu moins homogène, c'est plutôt des difficultés de recrutement. Donc on va essayer de voir ensemble, très vite, qu'est-ce qu'on peut prévoir sur ces deux gros freins avant de passer à l'énergie. Alors, vous voyez, sur les problèmes d'approvisionnement, alors là, on travaille avec des chercheurs américains de la Fed pour essayer, parce que c'est pas un problème français ni européen, c'est un problème mondial, ces problèmes d'approvisionnement. Et donc, on essaie de comprendre quel est le niveau de problème et comment c'est en train de se résoudre. Alors, vous voyez, juste pour que vous ayez un peu une petite idée du problème d'aujourd'hui. C'est qu'habituellement, quand il y avait une catastrophe naturelle, quand il y avait déjà des tensions commerciales, vous voyez, les problèmes d'approvisionnement qui résultaient de ces catastrophes naturelles, ça montait jusqu'à un écart type par rapport à la normale. 1, retenez ce chiffre 1. Avec la Covid, on est monté à 4,5. Oui, c'est du jamais vu. On ne pouvait pas imaginer ça. Oui, en plus, c'est complètement non linéaire comme phénomène. Donc, c'était du incroyable. C'est-à-dire que personne, en tout cas avec nos modèles, pouvait prévoir de tels chocs. Personne n'avait vraiment anticipé des pandémies. Donc, vous voyez, on est monté très, très haut. Et aujourd'hui, le dernier point connu, vous voyez, ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux, vous voyez. Donc, certains reprennent confiance en disant, ça y est, les containers, les prix sont en train de baisser, ça revient. Mais vous voyez, aujourd'hui, on est à 1. C'est-à-dire que ça va bien, mais on est quand même plus 1 par rapport à la normale. Je vous ai dit que plus 1, normalement, c'était la catastrophe. C'était ce qui envoyait des signaux très durs à l'époque en disant, il y a des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Donc oui, ça s'améliore très vite, mais ça reste encore à des niveaux élevés. C'est toujours les derniers kilomètres qui sont les plus compliqués à faire. Et vous voyez ce que disent nos modèles aujourd'hui. Je vais en dire un mot juste après, c'est qu'on on devrait revenir à la normale dans la situation d'approvisionnement au 3e trimestre de 2023. Alors, il faut quand même que je dise un mot sur la façon dont on travaille aujourd'hui. Habituellement, on essayait d'anticiper les chocs. On s'est dit, tiens, voilà, on pense qu'il va y avoir un choc dans les années à venir. Aujourd'hui, on ne travaille plus comme cela. Il y a trop de chocs, et trop de chocs qui sont complètement exogènes. Notre raisonnement, c'est de dire, compte tenu des chocs qui existent aujourd'hui, quelles répercussions ont-ils sur l'avenir ? Et donc, quelque part, on raisonne à choc inchangé. Et donc, vous voyez, c'est une hypothèse qui est très forte, mais il faut simplement être honnête. On n'anticipe rien d'autre que cela. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'anticiper que la Chine va envahir Taïwan, que la Chine va durcir parce qu'il y a une reprise de pandémie chez elle, et donc la Covid va augmenter, ou qu'au contraire, les tensions sociales vont faire que le zéro Covid va disparaître. Vous voyez, on n'est plus en train de faire ces hypothèses-là parce qu'en fait, on ne sait pas les faire. On n'a pas la main, et on n'a pas les modèles qui nous indiquent quand est-ce qu'il va y avoir une catastrophe naturelle, quand est-ce qu'un dictateur va envahir un continent ou l'autre. D'accord ? Donc, il faut quand même l'avoir en tête. Imaginons qu'on reste dans la situation d'aujourd'hui. On ne reviendra pas à la normale d'un point de vue d'approvisionnement avant le 3e trimestre 2023. Mais il y a cette condition. En termes de difficulté de recrutement, qui est le deuxième grand frein, alors si les Français veulent se rassurer, ils n'ont qu'à regarder ce qui se passe dans un grand nombre de pays, notamment chez nos voisins allemands ou chez nos partenaires américains. Vous voyez, les difficultés de recrutement sont sans commune mesure dans ces pays-là. Alors nous, on est à un pic historique. Je ne sais pas si vous voyez bien le graphique. On n'a jamais été aussi élevé. Vous voyez, nous sommes là. Donc effectivement, c'est un pic historique. Mais vous voyez que tout le monde, y compris les Italiens et les Espagnols, n'ont jamais connu de telles difficultés de recrutement. Et vous voyez, ce qui est étonnant, vous voyez, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Là, vous voyez, les difficultés ont été multipliées par 2. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la grande démission aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir ça en tête, et c'est ça qui provoque les tensions inflationnistes chez eux. C'est pas l'énergie. C'est qu'avec la Covid, vous avez un certain nombre de salariés on leur a demandé d'arrêter de travailler, mais vous en avez 4 millions qui ne sont toujours pas revenus aujourd'hui, 3 ans après le début de la crise, sur le marché du travail. C'est ça la grande démission. OK, ils arrêtent de travailler. Pendant combien de temps, on ne sait pas dire, mais en tout cas, ils ne sont toujours pas revenus. Chez nous, ce qu'on appelle la grande démission, c'est pas du tout ça. La grande démission chez nous, c'est les salariés démissionnent, mais pour travailler dans une autre entreprise. Les taux d'emploi en France n'ont jamais été aussi élevés. D'accord ? Donc attention, c'est pas du tout les mêmes facteurs qui sont en jeu. D'accord ? Il y a un manque de main-d'œuvre qui
bien sûr, en France, fait défaut, d'accord, et provoque des tensions, mais rien à voir avec ce qu'on peut voir en Allemagne ou aux États-Unis. Dernier point de contexte, d'accord, sur la situation. Ce qui est très étonnant, c'est que je vous ai dit, les ménages, on leur a maintenu leurs revenus, même plus 60 milliards, mais on a empêché ces ménages de consommer comme ils le souhaitaient. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui s'est produit ? D'accord ? Eh bien, ce qu'on appelle une surépargne. D'accord ? C'est pas de l'épargne. C'est-à-dire que vous voyez, l'épargne en France, c'est 250 milliards. Chaque année, les ménages français épargnent 250 milliards. Là, c'est 250 plus, d'accord, le chiffre français, 166 milliards. D'accord. C'est quoi cet argent ? C'est l'argent qui est resté sur les comptes en banque parce que les ménages ont reçu cet argent, mais n'ont pas consommé comme ils le souhaitaient, soit en faisant du tourisme, soit dans des commerces non essentiels qui étaient fermés. Et donc, se pose la question de où va aller cet argent ? Parce que c'est pas que franco-français. Hein. Il y a 166 milliards en France, mais vous voyez, vous avez 210 milliards quasiment en Allemagne, vous avez 227 milliards de livres sterling, et vous avez 2600 milliards de dollars aux États-Unis. Vous voyez, la grande démission, elle est là. C'est qu'on a fait des gros chèques, Trump 1, Trump 2, Biden. Les ménages ont reçu beaucoup d'argent. Pour eux, c'est l'assurance chômage. Ils connaissent pas l'assurance chômage. Ils ont 6 mois. Mais l'assurance chômage, c'est ces chèques. Et donc, tant qu'ils n'ont pas consommé ces chèques, ils se disent, tiens, mais pourquoi ? Tiens, j'en profite pour réfléchir à le sens de ma vie, le sens de mon travail. Enfin, je réfléchis, je ne retourne pas au travail. Le jour où ils l'auront dépensé, peut-être qu'ils y retourneront. Et vous voyez, la question qu'on se pose, nous, économistes, c'est où va aller cet argent ? Est-ce qu'elle va retourner dans la consommation ? Alors là, je peux vous dire que l'inflation va grimper, d'accord ? Ou est-ce qu'elle va réellement aller dans de l'épargne ? Alors, mais où ? L'immobilier ? Les prix vont monter. Dans des bourses, les prix vont monter. Ou financer la dette publique. Alors là, les taux d'intérêt vont baisser sur la dette publique et il n'y aura aucun souci pour se financer. Mais vous voyez, c'est tellement gros qu'on ne peut pas oublier qu'il y a cette surépargne, d'accord, qui est aujourd'hui sur les comptes en banque ou sur les livrets A, donc complètement liquide, et qui va bien retourner un moment dans l'économie. On en dira un mot tout à l'heure. Alors, arrive là-dessus la crise ukrainienne. Alors là, on change de thématique, d'accord, et on passe dans la thématique russe. C'est quoi ? C'est l'énergie. Parce que effectivement, la Russie, c'était notre fournisseur, à nous Européens, de pétrole et de gaz. Alors, je vous montre le prix du pétrole. Je vais vous montrer beaucoup de prix, d'accord ? Je vais vous demander juste un tout petit effort. Je vais vous commenter celui-ci et après les autres prix et essayer de garder la même grille d'analyse. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de parler d'inflation. Pourquoi ? L'inflation, c'est la progression des prix. Mais les prix ayant beaucoup bougé, ça ne veut plus dire grand-chose. D'accord ? Tous les graphiques que je vais vous montrer, c'est du niveau des prix, le niveau des prix. D'accord ? Alors, regardons. Pourquoi c'est trompeur l'inflation ? Là, je vous parle du pétrole, d'accord ? Mais vous allez voir, pour tous les autres prix, la logique est un peu la même. C'est-à-dire qu'avant la crise, le pétrole était à 70 $. D'accord ? OK. Et puis, la crise arrive, le prix baisse. Plus de demande. D'accord ? Donc, le prix baisse et baisse jusqu'à 10 $. OK. Et puis, on réouvre, ça remonte jusqu'à 70. Alors, vous voyez, l'inflation, c'est le prix ici par rapport au prix il y a un an. Ah ben oui, ça passe de 10 à 70, ça fait une augmentation de 700%. Ça fait une inflation qui est gigantesque, mais ça ne veut rien dire, cette inflation. Vous voyez, cette inflation-là, c'était juste du rattrapage par rapport à l'avant-crise. Et donc, c'est pour ça qu'en 2021, personne ne s'inquiétait de l'inflation qu'on voyait revenir, d'accord ? On se dit, mais c'est que du rattrapage. Et donc, les banques centrales étaient sur la thématique, non, allez, on ne bouge pas, c'est juste du rattrapage. C'est de la fausse inflation. Vous voyez, si ça se stabilise à 70, eh ben, l'inflation aura disparu dans un an, donc c'est pas la peine que j'intervienne. OK. Sauf que, fin 2021, hop, allez, début 2022, là oui, il y a à un moment donné l'Ukraine qui se fait envahir, problème des tensions en Europe, le prix monte à 130, OK, là, il y a effectivement de l'inflation et les prix redescendent aujourd'hui. Et on tourne aux alentours de 80. Mais vous voyez, là aussi, la stupidité des choses. Si dans quelques mois, on va nous dire les prix, l'inflation est négative, les prix ont baissé. Oui, mais enfin, il faudra faire très attention. Le niveau des prix sera au-dessus de celui-là. Donc, il y a vraiment de l'inflation. Donc, le niveau est très important. Alors, sur le pétrole, c'est pas spectaculaire, mais vous allez voir que sur les autres prix, ça va l'être. D'accord ? Mais donc, là où je veux en venir, c'est que
et je vous donne déjà ma conclusion sur les prix, en tout cas celle que j'aimerais partager avec vous, c'est que ce niveau-là de prix bas, c'est terminé. On ne retrouvera pas ces niveaux-là. Mais ces prix-là étaient sans doute trop bas. N'avait aucun sens. Pourquoi ils ont chuté? Vous voyez, les prix étaient du baril était à 130. C'était de l'énergie fossile. On savait qu'on allait en manquer. Normalement, les prix auraient dû continuer. Donc, on va sortir d'une période de prix bas pour arriver à des prix qui vont être plus élevés que cette période-là, mais qui ne seront pas non plus forcément extraordinairement élevés. Et surtout, la progression de ces prix va être maîtrisée par la Banque centrale. Donc, quand les banquiers centraux vous disent qu'il y aura 2% d'inflation en 2024, oui, on peut leur dire sans doute oui, mais avec un niveau de prix bien plus élevé. C'est un phénomène de marge d'escalier qui est devant nous. OK ? Alors là où il y a vraiment une inflation spectaculaire, c'est sur le gaz. Vous voyez, le gaz, effectivement, normalement, était corrélé avec le pétrole. Et donc, compte tenu du niveau du pétrole, on aurait dû être à peu près à 40 de gaz. On n'est pas à 40, on est monté jusqu'à 325. Alors là aussi, vous voyez, ça baisse. Alors, juste sur le graphique, avant de passer à l'autre, vous voyez, ça, c'est le prix du gaz aux États-Unis. Vous allez comprendre, vous voyez, que d'un point de vue de la compétitivité, vous voyez, il n'y a pas de crise aux États-Unis, il y en a une énorme en Europe. D'accord ? Alors, si je regarde, est-ce que c'est lié qu'au conflit ? À première vue, non, puisque vous voyez, au début du conflit, le gaz était à 100. Aujourd'hui, il est à 120. Bon, allez, c'est pas non plus lié au conflit. Ça avait déjà augmenté avant le conflit. Oui, mais c'est quand même lié au conflit. C'est Poutine qui, dès 2019, entre 2019 et 2021, avait déjà en tête d'envahir l'Ukraine. Il fallait qu'il amasse beaucoup de roubles. Il a baissé les importations de gaz provenant de Russie pour faire monter les prix jusqu'à 100. Et une fois qu'il arrive à 100, il a envahi l'Ukraine en disant « j'ai suffisamment de quoi tenir avec ce prix-là ». D'accord ? Donc c'est bien tout de même lié à ce conflit. Ça, c'est du côté de l'énergie. Du côté alimentaire, vous voyez, c'est l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est le grenier à blé de l'Europe. Et vous voyez, c'est à peu près les mêmes schémas. C'est fini cette période où les prix étaient bas. D'accord ? Et d'ailleurs, ils étaient trop bas par rapport à cette période-là. Donc, ça a augmenté, c'est en train de se stabiliser à un niveau au-dessus de ce niveau d'avant-crise. Vous voyez, et donc il y a bien un phénomène de marge d'escalier que l'on retrouve aussi dans les prix alimentaires. Et ensuite, la progression se fera à partir de ce niveau prix. Vous voyez, encore une fois, je regarde les métaux précieux, c'est la même histoire. Les prix ont chuté, vous voyez, à des niveaux pendant cette période, c'est terminé. On ne retrouvera plus ces niveaux-là. Ils étaient trop bas. Maintenant, le nouveau sentier d'équilibre, il est un peu plus à ce niveau-là. C'est des niveaux qu'on a déjà connus, hein. Donc, ce n'est pas non plus extraordinaire, sauf que ça nous fait un sacré coup, puisque tout augmente avec un phénomène de marge d'escalier. Je passe vite sur les autres enjeux de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire on a essayé de mettre en faillite la Russie, on n'a pas réussi. Si vous voulez, on pourra en discuter tout à l'heure. Il y a un point plus intéressant, c'est que, vous voyez, normalement, il se passe des choses assez extraordinaires aujourd'hui. On devrait être à un niveau d'incertitude extrêmement élevé. Or, quand on mesure l'incertitude, vous voyez, si vous écoutez BFM Business, tous les matins, ils appellent l'indicateur de la peur. C'est l'indicateur. Vous voyez ? Donc, quand c'est haut, c'est que les investisseurs ont peur. Les investisseurs dans le monde. Vous voyez, ce qui est très étonnant, c'est que cet indicateur-là est à un niveau extrêmement faible. Alors, comment on peut l'interpréter ? Sans doute, les investisseurs aujourd'hui ont une routine à l'incertitude. Ils vivent dans un monde de plus en plus incertain et ils le savent. Et ils se disent, je ne vais pas attendre que toutes les incertitudes soient levées pour refaire du business. Bon, mais tant pis, allez. Et donc, en fait, j'ai pas peur. Donc, il y a une sorte de routine qui fait qu'aujourd'hui, on investit beaucoup. On n'a jamais autant investi en France aujourd'hui. Ce qui tire la croissance, c'est pas la consommation, c'est l'investissement des entreprises. Et dans le monde, il y a encore énormément d'investissements. Bon, un des reflets de ça, c'est les bourses. Vous voyez que quand j'accumule la capitalisation boursière aux États-Unis, en Europe, au Japon, au Royaume-Uni, vous voyez, on est aujourd'hui 20% au-dessus du niveau d'avant-crise. Vous voyez, alors que l'activité est à peine plus 1. D'accord ? Donc ça, certains peuvent le qualifier de bulle. Vous voyez, c'est pas normal qu'il y ait autant. Et vous voyez, dès que ça commence à baisser, on dit ah ça y est, la correction est enclenchée. Mais vous voyez, ça repart aussitôt. On a l'impression là aussi qu'il y a encore beaucoup d'argent et que les investissements se font, alors pas partout, mais en tout cas dans un certain nombre d'entreprises. Mais ce qui va manquer et ce qui est vraiment le résultat aujourd'hui de la Russie, c'est ce qui est sur le pétrole et le gaz. Alors, pétrole, en fait, c'est pas un gros problème.
D'accord. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien sortir du pétrole russe et trouver une substitution à ce pétrole russe. Alors, soit on va chercher à l'OPEP, d'accord, et ils nous disent qu'ils ont des capacités inutilisées, d'accord, et ça suffit largement à finalement remplacer le pétrole russe. Alors attention, on tombe de Caribe en Scylla, hein. On voulait sortir de la dépendance d'un dictateur, on ira peut-être dans une autre dictature, ou en tout cas dans des pays qui sont pas beaucoup mieux de ce point de vue-là. Et donc il y a l'alternative américaine, pétrole de schiste. Ils nous disent, on a foré un certain nombre de puits, on peut les mettre en action très vite et vous le remplacer si vous le souhaitez. Alors ça, c'est pas un problème géopolitique, c'est un problème transition écologique. Vous voyez, on va remplacer par du pétrole de schiste qui émet énormément de CO2. Vous voyez, bon, à court terme, on peut le faire. À moyen terme, ça peut poser des problèmes. Mais en tout cas, à court terme, si on veut, on peut. Sur le gaz, c'est pas la même histoire. Le gaz russe, on ne peut pas le remplacer du jour au lendemain. Vous voyez, pour avoir un peu une ordre des grandeurs, on importe en Europe de Russie 155 milliards de mètres cubes. Vous voyez, ce que nous dit l'Agence internationale de l'énergie, c'est que dans le meilleur des scénarios, c'est-à-dire que si on va chercher des nouvelles formes en Norvège, en Azerbaïdjan, aux États-Unis, au Qatar, si on remplace avec des éoliennes, du nucléaire, si on réouvre des centrales à charbon et qu'on demande aux ménages de faire des économies, même en tirant au maximum, il nous manque la moitié. Vous voyez, 70 sur 155, allez, disons la moitié. Donc, il va en manquer. C'est quasi inévitable, il va en manquer. Alors, combien il va en manquer? Vous voyez, ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, dans le scénario aujourd'hui, alors c'est européen, tout cela. Après, on pourra dire un mot sur la France. Globalement, on a rempli les cuves, d'accord? Donc, c'est plein à craquer. On ne peut pas faire beaucoup plus. Et normalement, dans le scénario normal, il en manque à partir du mois de février. OK. Donc, on commence à arriver vers du délestage à ce moment-là. Alors, si l'hiver est rigoureux, donc c'est même en mois de janvier, d'accord. Mais il y a ce scénario qui est plus sympathique, le bleu ciel, c'est si on fait des économies. D'accord. Et si on fait 10% d'économies, on passe l'hiver. En Europe, et bien sûr en France, où on a une situation qui est un petit peu meilleure que dans certains pays européens. Alors, ce qu'il y a de rassurant aujourd'hui, c'est que effectivement, on est plus proche du bleu ciel que du bleu marine aujourd'hui. Et donc, on s'éloigne du rouge. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des grosses baisses. Il y a 30% de baisse de demande de gaz dans des industriels. Et les ménages, aujourd'hui, font entre 10 et 15% d'économie. Alors, est-ce que c'était parce que les températures étaient plutôt clémentes? Mais vous voyez, pour l'instant, on est en avance sur le scénario bleu marine et on est plutôt même en avance sur le bleu ciel. Donc, OK, on se met en situation on va manquer en début d'année, mais aujourd'hui, quand on discute, nous, avec RTE ou Engie, ils nous disent que ça devrait passer, d'accord? Si on continue comme ça, et bien sûr, si les températures restent à celle-ci. Bon, attention, c'est vraiment une prévision qui doit être prise avec beaucoup de pincettes, mais on est un peu en avance sur le scénario. Quand il y a des bonnes nouvelles, je pense qu'il faut quand même un peu le signaler. Alors, quand on essaie de prévoir quel va être le prix, du coup, parce que là, par contre, on va quand même en manquer. Vous voyez, le prix qui est anticipé, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, vous voyez, alors je ne sais pas si vous vous souvenez pour le gaz, hein, mais on est revenu dans le prix spot. Bon, c'est peut-être un peu loin, mais on est aujourd'hui aux alentours de 140, d'accord, sur le prix spot. Ce qui est anticipé, d'accord, par les acteurs, c'est qu'on reste à ce niveau-là pendant une certaine nombre d'années, parce que toute l'année jusqu'à 2024, vous voyez, donc c'est pas pour demain, et que ça aille mieux au courant 2024 et qu'on revienne à peu près à 85 en 2025. Donc vous voyez, le niveau de prix va être beaucoup plus élevé. Oui. Mais on va nous dire à un moment que l'inflation a disparu parce qu'on va rester sur ces 145. Vous voyez, si vous restez avec un prix élevé mais qui ne bouge plus, l'inflation disparaît. Mais il va falloir sortir de ce chiffre d'inflation. Hein. C'est le niveau qui compte. C'est ça qui fait les coûts pour les entreprises. Et donc, ça va être que très progressif, la sortie de ces prix élevés. Bon, se rajoute à cela, en France, un problème d'électricité nucléaire, d'accord, avec des centrales qui sont à l'arrêt. Donc, je passe, et donc, du coup, ça complexifie. Et donc là, le prix de l'électricité, d'accord, qui est le global, oui, est monté jusqu'à $700 un jour. C'est le prix, a rechuté. Et aujourd'hui, on se situe à 300, j'ai dit dollars, euros.
Bon, en même temps, l'euro et le dollar aujourd'hui, c'est pareil. Donc, c'est 300 € aujourd'hui. C'est un prix, vous voyez, qui est colossal. Encore une fois, on avait plutôt l'habitude des prix qui tournaient aux alentours de 45, 50, d'accord? Là, c'est 300. Vous voyez que c'est multiplié par 6 aujourd'hui. Bon, donc, ce que va essayer de faire l'État, mais on pourra revenir s'il y a des questions, globalement, c'est le caper ce prix à 180. Donc aujourd'hui, on est à 300, d'accord? Le caper à 180, tout ça, ça va dans la poche des États. 140 milliards, c'est le calcul, d'accord? Et donc, ces 140 milliards qui vont aider, à aider les entreprises et les ménages, à supporter cette hausse. Et donc, il y aura bien sûr des gagnants, c'est ceux-là, d'accord? Ceux qui produisent du nucléaire ou des ressources, mais là aussi, là, c'est en Europe, des États au sein, et la France va essayer de reprendre cette rente pour financer, mais on pourra revenir s'il y a des questions. Donc tout ça, c'est le grand retour, bien sûr, de l'inflation. Je vous dis qu'il fallait plus en parler, mais quand même, essayons de voir. Vous voyez, l'inflation aujourd'hui tourne aux alentours de 9-10, d'accord? Alors, en France, elle tourne aux alentours de 7. Vous voyez, en Europe, c'est... Oula, je suis très en retard. En Europe, c'est le pays où il y a le moins d'inflation. Alors, pourquoi il y a le moins d'inflation? C'est parce qu'on a bloqué les prix de l'électricité. Tout ça, ça a un coût. Vous voyez, en 2022, ça coûte 24 milliards. En 2023, ça va coûter 45 milliards. Donc, vous voyez, ce qu'on a aujourd'hui, c'est bien les finances publiques qui prennent une grande partie de ce coût-là. D'accord? Je vais un peu plus loin, d'accord, parce que je suis très en retard. Mais en gros, aujourd'hui, face à cette inflation, les finances publiques aident, d'accord? Et de l'autre côté, les banques centrales s'en inquiètent. Et quelle est l'inquiétude des banques centrales? C'est que cette inflation est trop forte, donc il faut que j'augmente les taux. Vous voyez, ce que nous disent les banquiers centraux, c'est oui, j'augmente les taux d'intérêt. Et là, ce qui est bien indiqué, c'est qu'ils vont les arrêter aux alentours de 5% aux États-Unis, aux alentours de 3% chez nous. Est-ce que c'est élevé, ça? Vous voyez, non. Ce qui était trop bas, c'était ça. Vous voyez, on est sorti de cette période-là où les taux d'intérêt étaient bas, où l'inflation était basse. Maintenant, on est à des taux d'intérêt qui sont normaux. D'accord? C'était les taux d'intérêt qu'on avait en 2008-2009. L'inflation en 2008-2009 était de 2%. Oui, c'est pas des taux d'intérêt qui sont extraordinaires, mais je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Le changement de modèle, c'est on sort de prix zéro et taux d'intérêt zéro, et maintenant il va falloir payer le juste prix des choses. D'accord? Allez, j'avance un peu vite. Donc aujourd'hui, on est dans une guerre commerciale. Si vous voulez avoir 3 graphiques, et après on passera à l'autre enjeu, la guerre commerciale, vous voyez, c'est simple. Il y a des pays qui sont excédentaires, il y a des pays qui sont déficitaires. D'accord? Excédentaire, c'est j'exporte plus que je n'importe. Déficitaire, j'importe plus que je n'exporte. J'ai 2 petits rappels à faire de première année d'économie. Premier rappel, on ne peut pas tous être excédentaires ou tous être déficitaires. S'il y a quelqu'un qui est excédentaire, il y a quelqu'un qui est déficitaire. C'est un jeu à somme nulle. C'est pour ça qu'on appelle ça une guerre. D'accord? Deuxième point de rappel, c'est que normalement, on ne peut pas rester durablement dans un des 2 cadrans. Pourquoi? Parce que quand je suis excédentaire, ma monnaie doit s'apprécier par rapport aux monnaies des pays qui sont déficitaires. D'accord? Et ça s'apprécie jusqu'à ce que je revienne à l'équilibre. Et donc, sans manipuler son change, normalement, on ne peut pas durablement être dans un cadran ou dans l'autre. Et vous voyez, donc, globalement, le pays qui déséquilibrait complètement le commerce mondial avant 2008, c'était la Chine. 10 points d'excédent chinois, c'était 10 points de PIB de déficit dans un autre pays. D'accord? Et ils étaient où? Ils étaient aux États-Unis, au Royaume-Uni. Vous voyez que l'Europe était exemplaire à cette période-là, de temps en temps déficitaire, de temps en temps excédentaire. L'euro était à sa juste valeur. À l'OMC, on y allait pour fumer du cigare ou boire du cognac. On n'avait rien à se reprocher. Vous voyez que depuis, d'accord, l'excédent chinois a fondu comme neige au soleil, mais ils sont quand même excédentaires. D'accord? Et qui est devenu excédentaire? C'est l'Europe. L'Europe, 4 points de PIB d'excédent. On est trop gros. Vous voyez, 4 points de PIB européen. Le PIB européen, maintenant, tout cumulé, c'est une grosse... on les retrouve où? Aux États-Unis, au Royaume-Uni. C'est toujours les mêmes. Et ils nous disent, vous manipulez votre change. Comme les Chinois manipulaient leur change à l'époque, nous aussi, on a un euro qui est beaucoup trop bas. Normalement, l'euro devrait être aux alentours de 1,35, 1,40 $. Il est à 1 aujourd'hui. Il est beaucoup trop bas. Ça nous permet d'avoir des excédents. Mais là, bien entendu, le président, à l'époque américain, Trump, a dit « c'est terminé cette histoire-là ». Et aujourd'hui, le président Biden nous dit moi aussi, je vais faire du America is back et je vais faire du protectionnisme. Mais vous voyez,
On fait partie du problème. Ils sont déficitaires, nous sommes excédentaires depuis trop longtemps. D'accord ? Alors bien sûr, quand je regarde qui est excédentaire en zone euro, alors c'est pas la France. D'accord ? La France est déficitaire. Tous les pays de la zone euro sont excédentaires, mais cette phrase doit faire peur. On ne peut pas tous être excédentaires. Si on est tous excédentaires, c'est qu'on provoque un déficit ailleurs. Et les personnes ne veulent plus être déficitaires. Les Britanniques nous ont dit Brexit, les Américains nous ont dit protectionnisme, et les Chinois nous disent maintenant, avec le congrès qui vient de s'achever, et la route de la soie, on va retrouver nos excédents d'antan. Donc la question pour nous Français, quand on se dit mais on veut redevenir excédentaire, la question qui se pose tout de suite après, c'est sur qui on va gagner. Ça ne sera pas ailleurs en dehors de la zone euro. Et donc on voit tout en haut et on se dit les Allemands avec leurs 8 points d'excédent, c'est peut-être sur eux qu'il faut gagner. Mais eux, ils nous disent 9 tout de suite. Troisième graphique. Pourquoi ? À cause de la démographie. Vous voyez, nous, on a des problèmes de vieillissement de notre population qui nous posent des problèmes pour nos retraites. Et d'ailleurs, il y a une réforme qui est dans les tuyaux. Et vous voyez que si on regarde les démographes, ils vont jusqu'en 2070, la France, à l'horizon 2035, va perdre 11 000 salariés, 11 000 populations actives. C'est beaucoup, d'accord ? Mais regardez en Allemagne, c'est 255 000, d'accord ? Le problème des Allemands, c'est plus le chômage, c'est terminé. Vous avez 800 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail, vous avez 1,1 million qui partent à la retraite chaque année. Donc c'est terminé le problème du chômage. Et même ils font appel à l'immigration pour essayer de le stabiliser, d'accord ? Donc c'est pas un problème. Le problème, c'est les retraites. Et ils n'ont pas, vous voyez, nous on a un problème de retraite, eux ils ont un problème XXXX fois plus que nous, d'accord ? C'est-à-dire que globalement, et en plus ils ont déjà l'âge de départ à la retraite au taquet, ils ont déjà paupérisé leurs retraités. Ils peuvent plus jouer sur ces leviers-là. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils dégagent des excédents. Ces excédents, ils les mettent dans des fonds de pension norvégiens, américains. Et ces fonds de pension versent des retraites à leurs retraités. Et oui, mais alors là, vous voyez, c'est un gros problème pour nous parce que, du coup, ça déclenche des guerres et des guerres commerciales. Et là, vous voyez, on est obligé d'envoyer un président français pour essayer de calmer le jeu avec les Américains. Donc, c'est un problème pour la zone euro. Je passe au quatrième vite. Donc, du coup, on est obligé d'aider. Et vous voyez, la dette publique, en 3 graphiques, je vais essayer de vous faire comprendre l'enjeu. Vous voyez, donc là, on était à 60, d'accord ? Ici, notre Premier ministre de l'époque nous a dit « Je suis à la tête d'un État en faillite », d'accord ? Et puis, il y a eu la crise des subprimes. On est monté à 100, toujours pas de faillite. On est passé à 115, toujours pas de faillite. Bon. Voilà, normalement, si on est en faillite à 63, à 115, on est mort, enterré. Et vous voyez, il y a un graphe qui est plus sympathique, c'est le bleu parce qu'il baisse, il ne monte pas. C'est quoi ? C'est les intérêts que nous coûte cette dette, le coût de cette dette. Et quand la dette représentait 60 points de PIB, le coût, c'était 3,5 points. Chaque budget, on mettait 3,5 points de PIB pour payer notre dette. Là, aujourd'hui, elle vaut 2 fois plus cher, elle est 2 fois plus importante et elle coûte 3 fois moins cher. Vous voyez, la vraie soutenabilité à court terme, ce qu'on ne peut pas s'empêcher, c'est de rembourser les intérêts. Avant, on consacrait 3,5 points, maintenant, c'est un gros point. Donc, vous voyez, c'est 3 fois plus soutenable aujourd'hui. Comment se fait-il, alors que notre dette ne cesse d'augmenter, que les taux d'intérêt ne cessent de baisser ? C'est ce graphique qui est un peu pas beau, d'accord, mais c'est les taux d'intérêt. Vous voyez, avant la crise, l'État français, comme tout le monde, levait à 5%. Vous voyez, là, pendant toute une période, on a levé à 0, voire même en négatif. Il y avait des investisseurs qui payaient pour avoir le droit de prêter à l'État français. D'accord ? C'était dans un monde à l'envers. Alors là, c'était l'argent facile. Vous voyez, en s'endettant, on gagnait de l'argent. OK. Bon, là, maintenant, on dit la fête est finie, les taux d'intérêt ont augmenté, ça y est, la fête a fini. Alors, quand est-ce qu'on doit s'alarmer sur la hausse des taux ? Quand est-ce qu'on doit dire, ça y est, maintenant, les taux, et c'est le dernier graphique de cette partie, il faut avoir vu au moins ça une fois dans sa vie pour comprendre le problème. Vous voyez, le bleu, c'est les taux d'intérêt. Le orange, c'est la croissance de mon économie. Inflation plus la croissance en volume. D'accord ? C'est l'écart entre les deux qui est primordial. Quand vous avez un bleu, les taux d'intérêt au-dessus du orange, c'est faillite. D'accord ? Vous payez plus que vos recettes. Normalement, vous ne pouvez pas durer. Votre dette ne peut qu'augmenter. Vous êtes obligé de vous endetter pour payer. Donc, c'est la catastrophe. C'est un effet boule de neige. D'accord ? Et malheureusement, en France, d'accord, dans son histoire, le bleu a toujours été au-dessus du orange, à part quelques petits épisodes, mais trop ponctuels pour que ça soit significatif. Ce qui est très intéressant, c'est que là, on est orange au-dessus du bleu et ça va durer. Ça va durer 8 ans et demi. Je pourrais vous dire pourquoi 8 ans et demi, si vous voulez. Au minimum 8 ans et demi.
D'accord ? C'est la maturité de la dette, c'est pas plus. Mais même certains économistes, comme Daniel Cohen, vous disent ad vitam. Et là, ça change tout quand le orange est au-dessus du bleu. Alors, le orange, à terme, c'est quoi ? C'est l'inflation. Les banques centrales vont arriver à le maîtriser. Donc, on sera aux alentours de 2 d'inflation. La croissance économique de la France, en potentiel, c'est 1,2. Donc, 2 plus 1,2 égale 3,2. Donc, tant que les taux d'intérêt ne sont pas à 3,2, on nous fait un petit cadeau. Normalement, on devrait, nous, État français, lever à 3,2. On lève aujourd'hui à 2,3. On a quand même une prime sympathique, d'accord ? Et c'est ça la marge de manœuvre, d'accord ? Tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, on a le choix. Vous voyez, quand vous avez bleu au-dessus du orange, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de voter des budgets à l'équilibre et même de l'austérité, d'accord ? Et puisqu'on n'arrive pas à voter des budgets en austérité, sinon on s'habille tous en jaune, la dette augmente. Là, l'avantage, quand vous avez orange au-dessus du bleu, c'est que vous avez une alternative. Première alternative, c'est un peu ce que proposait la candidate LR à la présidentielle, c'est dire, on profite des 8 ans qu'il y a devant nous, des 8-10 ans, mais moi je fais un quinquennat, donc les 5 prochaines années, puisque j'ai un orange au-dessus du bleu, j'ai plus de recettes que de dépenses liées aux intérêts, je vote des budgets à l'équilibre, sans investissement, et ma dette va disparaître sans faire d'austérité. C'est comme ça que j'arrive à faire disparaître la dette sans mettre les personnes dans la rue. L'alternative, c'est de dire, mais non, mais un jour ou l'autre, le bleu va revenir au niveau du orange, d'accord ? Les taux d'intérêt vont être au-dessus de 3, c'est normal, c'est le taux normal. Et donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux aujourd'hui lever tout de suite l'argent, d'accord ? Pour préparer l'avenir, et quel type d'avenir on nous propose, et en tout cas, on nous propose de travailler dessus. C'est-à-dire que Bercy nous dit, allez, comment je fais pour retrouver une souveraineté médicale, une souveraineté industrielle, lutter contre les attaques cyber. Vous voyez, Bercy aujourd'hui est persuadé que la prochaine crise, c'est pas une pandémie, c'est pas une guerre, c'est une attaque cyber. Et là, on n'est pas du tout armé. Donc, comment fait-on aujourd'hui pour inciter les entreprises et aider les entreprises à se sécuriser ? Quelles sont les pistes pour la recherche et le développement, pour se réarmer, pour lutter contre les inégalités, le réchauffement climatique ? Vous voyez, tout ça va demander de l'argent public. Parce que c'est l'État qui va aider à passer tout cela. Et donc, se dit, est-ce que je peux utiliser l'écart entre le bleu et l'orange pour financer ce type de projet ? Vous voyez, donc, soit je me désendette, soit je finance. C'est-à-dire que si j'endette mes enfants demain, pour préparer l'avenir, il ne faut pas que je me trompe dans quel type d'investissement je vais aller. Allez, les 2 derniers enjeux très vite, en 5 minutes. D'accord ? Je vous ai dit que les ménages français étaient plus riches, 166 milliards. Il faut que je fasse attention quand je dis ça, d'accord ? C'est que la surépargne, elle s'est accumulée dans les 20% les plus riches. Donc attention, cette crise-là a fait augmenter, non pas la pauvreté, mais les inégalités d'un point de vue du revenu avec cette surépargne. Cette crise aussi, vous voyez, habituellement, dans les crises économiques, les personnes aisées perdent non pas en revenus, mais en actifs parce que les bourses s'effondrent, parce que le prix de l'immobilier s'effondre. Là, pendant cette crise, ça a été tout l'inverse. Les prix de l'immobilier ont explosé, mais dans le sens positif, et les bourses au-dessus. Donc, les actifs des ménages aisés a pris énormément d'ampleur. Donc, les ménages aisés ont eu plus de revenus, plus d'actifs, d'accord ? Et, coup de grâce, l'inflation qu'on est en train de vivre est une inflation qui est inégalitaire, c'est-à-dire que partout dans le monde, l'inflation des 20% les plus modestes est nettement supérieure à l'inflation des 20% les plus aisés dans n'importe quel pays. Alors, le Pays-Bas, c'est là où l'écart est le plus important. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, cette inflation est aussi source d'inégalités. Donc aujourd'hui, on est sur un terrain très, très glissant, où vous avez des inégalités qui ont franchement augmenté, un bouclier qui est pas du tout ciblé, c'est le même bouclier pour tout le monde. Et vous voyez, on va se poser la question après, comment on finance tout cela ? Et donc, il est certain que le plus raisonnable, c'est que tout le monde participe au financement. Et même, pourquoi pas, les plus aisés, pourquoi pas un peu plus. Ouais. Mais si on commence à faire des moyens de financement par l'assurance chômage ou la réforme des retraites qui touchent plus les ménages du bas, à mon avis, c'est là où la crise sociale va arriver. Si vous rajoutez la fiscalité carbone, ça me fera la transition avec le dernier enjeu, c'est évident qu'une crise sociale est devant nous. Dernier point, d'accord, en 3 minutes pour vous comprendre. Vous voyez, chez les économistes,
le réchauffement climatique, on ne se pose pas la question, est-ce que la croissance provoque du réchauffement climatique? Ça, on en est persuadé. Et donc, on laisse ça aux philosophes, c'est Voltaire, Rousseau. S'ils veulent débattre, ils débattent. Chez les économistes, ça fait pas de doute. Donc, les économistes, la recherche, c'est la causalité inversée. C'est est-ce que le réchauffement climatique est bon ou pas pour la croissance économique? Ouais. Bon, question d'économiste. Quel est le résultat de l'académie? Vous voyez, c'est passionnant parce que les résultats, il y a une étude qui sort à peu près tous les mois par l'académie, d'accord? À cette question, est-ce que le réchauffement climatique est bon ou pas pour la croissance économique? La réponse est ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend du niveau de température initiale. C'est-à-dire que si vous partez d'un niveau de température faible, un réchauffement climatique peut être bon pour votre activité. Mais à un certain niveau de température, un réchauffement supplémentaire va provoquer des dégâts, des catastrophes naturelles et donc une décroissance. Donc vous voyez, c'est complètement non linéaire. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris à peu près l'avancée des travaux académiques aujourd'hui. Et donc les résultats. Je vous présente juste le résultat de 2015 et après, très vite sa mise à jour. Vous voyez, en 2015, on nous disait, attention, si on arrive à 3 degrés au-dessus de l'ère pré-industrielle, voilà ce qui va se passer à l'horizon 2100. Alors, puisque ça dépend du niveau de température, ça va être la catastrophe dans le sud et un peu moins dans le nord. Et donc, qu'est-ce que ça disait rapidement? Pour l'Europe, c'est plutôt bon. Ça va faire de la croissance économique. Et puis, aux États-Unis, Amérique du Nord, c'est neutre. Vous voyez, quand Trump déchire finalement les accords de Paris, c'était un conseiller qui avait lu toutes ces études en disant, tu sais, ça fait rien sur le PIB à l'horizon 2100. Bon, la belle affaire. D'accord? Après, en Asie de l'Est et centrale, ça commence à devenir un peu négatif. Puis après, vous voyez, il n'y a plus de doute. Alors, je ne sais pas si vous voyez de là où vous êtes, mais là, quand on est là, c'est moins 100. Moins 100, c'est qu'il n'y a plus de pays, il n'y a plus de continent. Une autre façon de comprendre le problème, quand c'est rouge, c'est pas bon, quand c'est bleu, c'est bon. D'accord? Vous comprenez ce que voulaient dire toutes ces études. C'est pas le PIB qu'il faut regarder. C'est les flux migratoires. Il va bien entendu y avoir d'énormes flux migratoires du sud vers le nord. C'est ça qui nous attend. C'est pas le PIB des pays riches, d'accord? C'est plutôt comment on va absorber ces flux migratoires. Et vous voyez, la projection aujourd'hui, c'est que même en Europe, maintenant, on est orange, donc on est en négatif, d'accord? Donc non seulement on n'aura pas plus de croissance, mais en plus on aura ces populations à absorber. D'accord? Et donc, il va falloir se partager moins de croissance à plus de personnes. OK? Donc, du coup, compte tenu de cela, maintenant, il est quasiment acté, d'accord, qu'il faut agir assez vite pour éviter ces scénarios-là. D'accord? Et donc, il y aura des mesures très sympathiques, d'accord, celle-là, des aides publiques gigantesques. La Commission européenne nous autorise 2 points de PIB chaque année, d'accord, pour financer la transition écologique sans que ça rentre dans le déficit. 2 points de PIB. Oui, c'est 50 milliards pour la France. Pourquoi? Pour la rénovation thermique des bâtiments, les énergies renouvelables, les réseaux électriques, etc. Donc, beaucoup d'aides publiques à aller chercher, soit en Europe, soit en France. Mais, et c'est le dernier slide, aussi des choses un peu moins sympathiques, une fiscalité. D'accord? Il y aura une fiscalité carbone, c'est évident. C'est déjà dans les tuyaux en Europe, la fiscalité aux frontières de l'Europe. Et à l'intérieur, vous voyez, ce qui est déjà prévu, c'est que ça monte très vite à 288 € la tonne de carbone. Vous voyez, et ça, le problème de cette fiscalité carbone, c'est ce graphique, c'est que ça pèse beaucoup plus sur les ménages modestes que sur les ménages aisés. Et donc, dès que vous mettez une fiscalité carbone, vous avez des tensions sociales qui apparaissent. Alors, surtout s'il y a des inégalités qui sont en augmentation. Et donc, pour s'en sortir, il va falloir que, puisque c'est un impôt, d'accord, que toutes les recettes, d'accord, soient redistribuées aux grands perdants, à ce qu'on appelle les ménages fragiles ou les entreprises fragiles. Et donc ça va être ça, le rôle de l'État, c'est collecter cette fiscalité et la redistribuer pour éviter des tensions sociales trop importantes. Désolé pour avoir dépassé le temps et à la suite. Merci, Monsieur Heyer. Vous pouvez l'applaudir très très fort. Alors, juste quelques mots peut-être pour reprendre et expliciter les différents points. Donc, on a parlé des données de conjoncture, on a parlé de la guerre commerciale, de la zone euro et de l'affaiblissement de la monnaie unique. On a parlé également de la superposition des différentes crises et du télescopage, donc justement de ces crises. Et enfin, donc de la transition écologique. Donc,
un gros sujet donc sur différents points. Alors, pour nous permettre effectivement d'aborder les choses du point de vue pratique, je vais demander donc à Monsieur Jean-Guy Le Floch de nous rejoindre sur l'estrade. Vous pouvez l'applaudir. Installez-vous, Monsieur Le Floch. Bonsoir, Monsieur Le Floch. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. On va faire d'abord plus ample connaissance. Monsieur Le Floch, vous êtes à la tête donc d'Armorlux, donc une entreprise donc qui aujourd'hui dispose de 600 salariés et plus de 100 millions d'euros. Vous êtes donc entrepreneur en Bretagne, c'était votre rêve depuis le début. Quelques mots brièvement pour nous donner votre parcours, vous qui avez été effectivement aux côtés de Vincent Bolloré, qui avez fait vos études à Stanford aux États-Unis. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment honoré d'être là devant 500 personnes. Mais je suis aussi très fier, je vais le raconter à mon épouse quand je vais rentrer. Mon épouse a commencé sa carrière à Quimper au CER. Voilà. Merci pour ce coup de chapeau. Merci. Merci à vous. Voilà, donc elle était très fière que je sois invité, et moi aussi. Mon parcours, moi, il est déjà très, très ancien. J'ai fait effectivement je suis originaire de Pleuzevet, un petit village du sud Finistère. J'ai fait mes études classiques d'un bon élève en maths, c'est-à-dire le lycée Laennec Pont-l'Abbé, Châteaubriand, l'école centrale, et après, par goût d'exploration, comme beaucoup de navigateurs bretons, voilà, je suis parti aux États-Unis voir ce qui se passait là-bas, et si possible au bord de la mer. J'avais le choix entre l'Est et l'Ouest. Il paraît qu'à l'Ouest, il faisait plus chaud. Donc, je suis parti sur la côte Ouest. Et je suis rentré en France, en Bretagne évidemment, dans une papeterie à Sker, chez Vincent Bolloré. Et voilà, j'ai commencé mes 15 ans de collaboration avec Vincent. Et puis j'étais à Paris, malheureusement, sur les 10 dernières années. Et Paris, c'était toujours trop loin pour moi de Quimper. Donc je me suis dit, je rentre. J'ai trouvé une belle petite affaire à racheter dont personne ne voulait. Une affaire qui s'appelle Armorlux. Et personne n'en voulait parce que c'était de la production textile. Et le vieux monsieur qui en était le propriétaire, ça fait 10 ans qu'il essayait de vendre. Il avait 89 ans. Et voilà, avec des amis banquiers et mon associé, on a pris le risque de racheter cette drôle d'affaire. Et 25 ans après, on est toujours là. Ça n'a pas été simple tous les jours. On parlera d'ailleurs de cette aventure, voilà, cette aventure commerciale que vous avez pu mener. Puis on parlera tout à l'heure de l'endroit où on est arrivé dans cette foutue situation où il y a la guerre et puis il y a surtout le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie. Alors ça nous amène justement à cette question. Lorsqu'on a préparé cette conférence, vous m'avez fait état justement de la situation dans laquelle vous-même vous étiez. Donc toutes les entreprises sont concernées par justement ces coûts énergétiques et plus particulièrement les ETI et les PME dont vous faites partie. Et vous qui disposez aujourd'hui d'un réseau de 85 boutiques, comment vous avez appréhendé justement cette facture énergétique ? Alors, on a découvert au printemps que notre contrat avec EDF arrivait à terme en septembre. Et on a commencé à regarder dans quelles conditions on pouvait renouveler le contrat. Le contrat, on payait à l'époque autour de 100 € le mégawattheure. Ouais. Et on avait pour en gros 300 000 € d'énergie dans mon petit groupe par an. Et aux surprises, EDF nous a annoncé un prix de 900 en novembre, 1100 en décembre, et ensuite janvier et février dans les 1200. Qui multipliait votre facture de combien du coup ? Et ça multipliait ma facture par à peu près 10. Donc, pour mon compte d'exploitation, c'était assez compliqué. Et finalement, après avoir fait le tour du problème et avoir interrogé à peu près tout le monde, j'ai eu la chance, grâce au préfet du Finistère, d'avoir au téléphone une des adjointes de Bruno Le Maire,
Et je lui ai expliqué le problème. Et bon, bref, elle m'a dit, contrairement à ce que disait le président Macron, de signer au plus vite avec l'opérateur le moins cher. Et donc, j'ai interrogé 3 opérateurs, EDF, Total Energy et Engie. EDF m'a proposé 500, Total 600 et Engie 650. Il fallait arrêter de consulter, là. Donc là, j'ai arrêté de consulter. De toute façon, il n'y en a que 3. Et donc, j'ai signé à 500, c'est-à-dire x5. Et aujourd'hui, tous mes potes finistériens que je croise, industriels, ceux qui ont pas, qui sont d'une certaine taille, donc qui ont le fameux compteur jaune, ont des ardoises qui sont des ardoises où l'électricité est multipliée par 5. Voilà, et personne n'en sort. Et tout le monde signe au plus vite pour pas être surpris par une nouvelle catastrophe dans 6 mois, 1 an, où c'est multiplié non pas par 5, mais par 10. Enfin, on est dans un système assez terrifiant qu'on a du mal à comprendre. Surtout quand on nous annonce que les 500 euros que je paye sont capés à 180 et que la différence part quelque part, sans doute dans les caisses de l'État, mais c'est quelque part la conclusion que j'en tire, c'est que la différence entre 500 et 180, c'est-à-dire 320 euros du mégawattheure, c'est-à-dire pour moi en gros 1 million d'euros, quelque part c'est un impôt. Alors c'est votre question à Éric Heyer, finalement, que vous adressez à Éric Heyer, c'est comment peut-on comprendre aujourd'hui justement ce différentiel. La question de Monsieur Le Floch, c'est où va l'argent entre ces 180 et 500 euros? Votre réponse, Éric Heyer, à cet endroit-là? Bon, disons que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est aujourd'hui, puisqu'on ne produit pas le gaz ni le pétrole et qu'on produit moins d'électricité, c'est une ponction de revenus. Donc globalement, la facture, c'est 85 milliards. On a dit la Covid, ça coûtait 160 milliards à l'État, à l'économie française, pardon. La crise énergétique 2022-2023, c'est 85 milliards qui partent à l'étranger. D'accord. Donc, il faut bien que quelqu'un paye ces 85 milliards. Ça, on ne peut pas tourner autour du pot. Il y a bien quelqu'un qui doit supporter ce coût. Il y a 3 acteurs, les finances publiques, les entreprises, les ménages. L'État, les finances publiques nous disent on prend 56%, c'est le chiffre qui a été annoncé par le président. Et effectivement, dans nos calculs, on a à peu près ça. Donc, la moitié est prise en charge par les finances publiques, donc 45 milliards. Reste 40 milliards qui doit être partagé entre les ménages et les entreprises. Mais on peut pas. Alors, soit on dit c'est aux finances publiques à tout prendre, et donc il faut rendre effectivement ce que vous dites, et donc on le met. Soit on dit ils ont déjà fait une sorte de bouclier énergétique pour les ménages, pas assez pour les entreprises, mais pour les ménages, ça coûte très cher, d'accord. Et ils disent aux entreprises, on essaie de faire une partie du chemin, mais qu'une partie. Bon, et donc c'est soit les entreprises qui payent. Et vous voyez, c'est ça la discussion, c'est les ménages disent mais nous on peut pas payer. On peut pas payer. Et donc on veut, cette inflation est là, donc on veut des salaires qui progressent comme l'inflation, et donc ça rajouterait un coût et supporter le coût exclusivement sur les entreprises, ça ferait des faillites en cascade, ça ferait aussi une spirale inflationniste, parce que j'imagine que quand vous avez des coûts qui augmentent comme ça, au bout d'un moment, vous devez augmenter les prix. Alors, d'un point de vue concurrentiel, c'est pas bon, mais si en Europe, c'est comme ça, ça va bien faire cette augmentation demain. Et donc, on veut éviter cela. Moi, ce qui me semble être le plus juste aujourd'hui, c'est que l'État français a fait beaucoup au début, était la première à dégainer sur les ménages. Les autres pays l'ont pas fait. Le font maintenant et le font sur les entreprises. Vraiment, l'exemple, c'est l'Allemagne qui ajoute 200 milliards d'euros pour aider les entreprises et les ménages. Et donc, on a envie de se dire, on doit faire pareil. Pour l'instant, l'État français ne le fait pas pour des raisons bruxelloises, on va dire. Mais si je devais faire un pari, je prends un gros risque. Je pense que le jour où les faillites reviendront, parce qu'on ne peut plus payer sa facture énergétique, il y aura un transfert de masse. Mais du coup, il faudra bien avoir en tête, c'est pas gratuit, c'est bien de la dette publique, des déficits et de la dette publique, et c'est bien l'État qui va prendre en charge la grosse partie de ce coût. Si je vous écoute et si je comprends bien la chose, c'est-à-dire que l'augmentation de 15% en janvier de l'électricité, finalement, elle est contenue par l'effort et la contribution des entreprises. Ah ben oui. L'effort en 2022, c'était 24 milliards, le bouclier. En 2023, ça coûte à l'État, le bouclier à 15%, 46 milliards. Vous voyez, c'est gigantesque.
Bon, mais heureusement qu'on l'a fait, sinon la facture serait encore supérieure. Encore et l'État supérieure. dit, je ne peux pas tout faire. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, moi, c'est vraiment ce qui me gêne, c'est qu'on a mis beaucoup d'argent pendant la Covid pour sauver le tissu productif en disant, bon, si on ne le fait pas, c'est des faillites. Donc, ça nous a coûté 166 milliards. Bien sûr qu'on n'anticipait pas cette crise énergétique. Mais aujourd'hui, ne pas faire l'effort supplémentaire, ça sera du gaspillage des 166 milliards, parce que finalement, les entreprises qu'on a sauvées vont disparaître, ne rembourseront pas. Et donc, peut-être que la facture pour l'État sera supérieure. Encore supérieure. Et donc, le problème, c'est qu'on est toujours à rajouter de la dette publique. Le temps nous est compté, donc j'imagine que la salle, tout à l'heure, aura d'autres questions sur la partie énergie. Mais dans la continuité donc, de votre premier propos autour des données de conjoncture, tout à l'heure, vous avez parlé donc, des problèmes d'approvisionnement, Monsieur Heyer. Et donc, tout de suite, je renvoie donc la question à Monsieur Le Floch. Vous, de votre côté, au sein d'Armor Luxe, quand vous avez 600 personnes à travailler, donc il faut avoir la matière justement pour confectionner. Avez-vous eu des problèmes d'approvisionnement ou des problèmes de logistique? Oui, on apporte pour nos gros marchés avec de grands opérateurs. On est obligé d'importer des produits de Chine, d'Asie, surtout de Chine. Et là, effectivement, l'année dernière, ça a été une véritable catastrophe. Le conteneur 40 pieds, son prix est passé à 22 500. Ouais, moi je me suis limité à peu près 20 000 $ en moyenne. 20 000 $, ouais, il est redescendu à 6 000. Ça m'a coûté, je sais pas, quelques 600 000, 700 000 € de surcoût. Et en plus, les Chinois, ils livrent quand ils peuvent. Certaines régions entières sont fermées à cause du Covid. Donc, tout ce qui est flux en provenance de Chine, c'est sûr, c'est aujourd'hui infernal quand on a une partie de ces appros qui viennent de Chine. Le reste des pays livrent correctement et la France livre correctement. Il n'y a pas de problème de logistique pour nous sur toute l'Europe et sur nos flux avec les États-Unis. Justement, alors on a aussi évoqué la guerre commerciale. Vous, dans votre groupe, on sait à quel point la France a subi justement toutes les difficultés, notamment dans le textile. Comment faites-vous justement pour faire face à cette concurrence très exacerbée? Alors nous, dans le monde de l'agriculture, il y a toujours des protections. Dans le monde du textile, il y avait des protections il y a 20 ans. Il y a eu les accords ACP qui ont encore protégé l'économie textile européenne pendant quelques années jusqu'au début des années 2000. Et à partir depuis 2002-2003, on est dans la grande bassine mondiale et on est en concurrence avec les produits et la main-d'œuvre chinoise et les produits et la main-d'œuvre du Bangladesh depuis maintenant tellement longtemps que ce qui se passe aujourd'hui, nous on est on a l'habitude, on est dedans et la marque a survécu. Voilà, parce qu'on a su faire de cette marque un symbole de Bretagne, de mer, de qualité et de respect humain. Et on a beaucoup travaillé sur la RSE. Et je pense que cette RSE qui est devenue notre credo depuis le début des années 2000 nous a participé à nous sauver dans ce monde complètement ouvert. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos salariés à Quimper qui sont payés, dont le coût est d'environ 2000 à 2500 € par mois. Ils sont en concurrence avec des salariés au Bangladesh dont le salaire est de près 30 $ par mois pour des heures de travail dont on ignore jusqu'où elles peuvent monter. Donc c'est une véritable mondialisation dans laquelle on vit et tout ce qui se passe aujourd'hui n'a pas véritablement d'incidence sur ce qu'on connaît dans ce monde complètement fou et complètement ouvert. Alors, je voudrais justement aussi ajouter le fait que vous avez su habiller des grands groupes comme la SNCF, la Poste, me semble-t-il, la police, ce qui a été aussi un des moyens sans doute pour vous de vous afficher comme une entreprise avec des produits de qualité. Oui, on a effectivement, pour défendre les emplois à Quimper, en Bretagne, dans une autre usine que j'ai à Troyes, on a commencé à répondre à de gros appels d'offres. Le premier, ça a été la Poste au début des années 2000.
Et voilà, on a réussi à convaincre les acheteurs de la Poste qui ont fait le bon choix, finalement, qu'on était les meilleurs et qu'on était surtout les meilleurs en termes de qualité et en termes de respect de l'humain. Ah oui. On a habillé les facteurs, les factrices, on continue de les habiller. On a commencé par à peu près 135 000 factrices et facteurs. Oui. Aujourd'hui, 75 000. Et l'important pour la Poste, c'est de respecter ses salariés, et le respect de ses salariés passe par le vêtement qu'il aurait confié. Et ce vêtement doit être porteur de valeur, et c'est ce qui nous a permis de gagner tous ces contrats. Très bien. Vous avez tout à l'heure évoqué aussi les distorsions parfois de coûts, et je m'adresse cette fois donc à Monsieur Heyer. J'ai écouté tout à l'heure votre exposé. Vous avez parlé effectivement de l'inflation, ou tout au moins à un moment donné ce rappel, on va dire, en disant finalement le prix va se caler sur cette augmentation. Pourquoi l'inflation en France a été plus contenue qu'ailleurs? Est-ce qu'on a fait plus de socialisation? Est-ce que c'est ça la raison? Bon, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est notre structure énergétique, c'est-à-dire qu'on importait, notre électricité est moins basée sur le pétrole, le charbon, plus sur le nucléaire, et donc puisque la crise était sur le pétrole et le charbon, notre mix énergétique nous a un peu plus couvert que l'Allemagne, notamment, de ce point de vue-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le bouclier tarifaire qui fait la différence. C'est le bouclier. Donc, à partir du moment où, vous avez une ponction, d'accord ? Vous avez deux solutions. Soit vous dites, je compense la ponction, d'accord ? Donc, je laisse les prix faire, et donc les prix augmentent. C'est ce qui s'est produit en Allemagne, aux Pays-Bas. Là, l'inflation aujourd'hui est à 17%, d'accord ? Donc, les prix augmentent, et vous compensez en donnant des chèques à des entreprises ou à des ménages. Donc, je le fais par du revenu. À la limite, ce qui compte, c'est le pouvoir d'achat. La stratégie française, c'était plutôt, non, je bloque les prix, d'accord ? Alors, le coût peut être le même, finalement. Au lieu de donner un chèque, je casse les prix et je maintiens les prix. Donc, je le paye différemment, mais c'est des finances publiques. L'avantage de la stratégie française, c'est qu'on enclenche un peu moins la boucle prix-salaire, puisque quand vous rentrez en négociation en France, aujourd'hui, salariale, ça commence, les négociations, à 6%. Oui, c'est ça. Alors qu'ailleurs, ça commence à 12%. Et donc, donner 4% en France, c'est un peu comme si on donnait 10% dans un pays où il y en a 12. Donc, c'est le même effort qu'on demande aux ménages. Mais l'avantage, c'est que les salaires vont progresser moins vite qu'ailleurs. Et donc, les gains de compétitivité avec les pays européens, bien sûr, risquent d'être un peu meilleurs, puisque le coût salarial va être un peu plus faible, mais au détriment, bien sûr, des finances publiques. Merci. Alors, enchaînons. Je voudrais effectivement de nouveau m'adresser à M. Jean-Guy Le Floch. Tout à l'heure, on a été rassurés. Éric Heyer nous a dit que c'est pas grave d'avoir 115% de dette sur le PIB. Donc, ça me rassure. Mais cela dit, je voudrais avoir l'œil acéré d'un entrepreneur. J'entends parfois que l'emploi de services est plus résilient, notamment en France, que l'emploi industriel. Lorsque vous entendez aujourd'hui que la dette de la France progresse de 2665 € par seconde, qu'est-ce que ça vous dit, vous, en tant qu'entrepreneur? C'est plutôt en tant que citoyen que je suis inquiet. Les chiffres sont tellement colossaux pour un entrepreneur, l'entrepreneur que je suis, que c'est pas trop compréhensible, et franchement, j'y pense pas tous les matins. Je pense plutôt à mes salariés, au taux d'intérêt que me prennent les banquiers, et aujourd'hui... il y en a dans la salle. Oui. Vous pouvez vous adresser à eux. Là. Profitez-en. Je vais en profiter pour vérifier mes chiffres. Mais aujourd'hui, sur des emprunts à 7 ans, un petit peu contrairement à ce qui a été affiché sur un slide, on est plutôt à 4%. Et on était effectivement à 1% il y a un an. Donc aujourd'hui, on est pris dans une espèce de spirale inflationniste. Le financement 4%, l'énergie au sens large x5, les salaires, je viens de terminer mes NAO pour 2023 pour être tranquille, pour ne pas avoir ce poids-là sur Noël. moi tous les matins, et pour Noël, tout à fait. Donc là, effectivement, j'ai consenti 5,5% à mes salariés.
Voilà, donc tout ça, ça pèse effectivement sur le compte d'exploitation. Tout ça nous incite à augmenter les prix. Ouais. Mais jusqu'au jour où le consommateur n'achètera plus. Donc, on est dans une espèce de situation très volatile, avec une visibilité qui se réduit tous les jours. Ouais. Voilà, donc c'est un jeu d'équilibre. C'est assez compliqué. C'est un jeu d'équilibre. Monsieur Heyer, justement, alors parlons justement de cette dette. On entend tous là la réforme de la retraite qui va arriver. Alors je voudrais justement à ce titre-là prendre quelques chiffres. D'après ce que l'on peut comprendre, c'est que la retraite sera à 65 ans en 2031. L'État imagine aujourd'hui faire des économies de 9 milliards par an. Au bout de 3 ans, c'est 27 milliards d'économies. Cependant, on sait tous que si on veut travailler jusqu'à 65 ans, tout le monde n'a pas la capacité forcément physique de tenir jusqu'à cet âge-là. Il y aura 7 milliards de perdus. Donc il restera 20 milliards. Est-ce que les 20 milliards de gains qui vont être faits, notamment sur la réforme de la retraite, sont vraiment destinés pour la retraite, ou est-ce qu'ils ne sont pas plutôt destinés à rassurer les marchés pour avoir un super taux sur la dette ? Alors, très bonne question. Je vais juste répondre au slide. Le slide, ça montrait les taux d'intérêt auxquels les banques se refinançaient auprès de la Banque centrale. Après, les banques, il faut qu'elles gagnent de l'argent, donc elles peuvent rajouter un petit taux au-dessus de celui-ci. Dans ce que vous voulez dire, on a une marge de manœuvre. On peut discuter avec les banquiers. En tout cas, c'est les taux d'intérêt du refinancement de la Banque centrale. Voilà. Bon. Pour moi, ce qui est rassurant, c'est qu'elles sont à x4, alors que DF est à x5. Donc, ça va, c'est raisonnable. En même temps, quand on part de 0, 4 fois 0, ça fait... Non, ouais. Alors, pour répondre à votre question, alors peut-être qu'il faut rappeler, les retraites, aujourd'hui, on fait des projections, c'est le Conseil d'orientation des retraites qui le fait, selon un certain nombre d'hypothèses. Ça devrait être déficitaire si on ne fait rien, d'accord ? Ça devrait être déficitaire dans les années à partir, pas cette année, ni l'année suivante, mais dans 2 ans et pendant à peu près une dizaine d'années, aux alentours de 10 milliards. Il va manquer 10 milliards pour financer nos retraites. Alors ça, vous voyez, moi, la dette publique, ça ne m'empêche pas de vivre, mais en revanche, normalement, la dette publique, quand vous en faites, vous avez un actif en face. C'est pour ça qu'en fait, on parle des 115 de dette, mais il y a à peu près 130 d'actifs en face. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas en faillite. C'est vraiment très curieux. On ne parle, c'est comme si on ne parlait que du passif et de la dette d'une entreprise sans dire, oui, mais il y a quand même en face, est-ce qu'il y a quelque chose ? S'il n'y a rien, OK, vous êtes en faillite. Si vous pouvez mettre beaucoup d'actifs en face, peut-être que vous n'êtes pas en faillite. La France est l'un des pays qui a le plus d'actifs, l'État français, par rapport à son passif. C'est pour ça que les marchés financiers ont relativement confiance. Mais je reviens. Mais du coup, si je m'endette pour la consommation, ça, j'ai pas d'actifs en face. Et là, c'est de la mauvaise dette. Et donc, les retraites, il faut bien se souvenir, c'est je prends des actifs d'aujourd'hui pour payer les retraités d'aujourd'hui. On va pas demander aux générations suivantes de payer le pouvoir d'achat des retraités. Non, on a passé un pacte entre nous de dire c'est la répartition, c'est les actifs d'aujourd'hui qui payent pour les inactifs d'aujourd'hui. Donc ça doit être équilibré. D'accord. Bon, donc il manque 10 milliards. OK ? Vous avez raison, passer de 62 à 65, ça fait 27 milliards. Ça fait 20 milliards, effectivement. Donc, on se dit, mais pourquoi faire tant alors qu'on n'a besoin que de 10 ? On va chercher 20. C'est sans doute pour financer autre chose. Et ça, vous avez raison. C'est-à-dire, c'est d'abord pour rassurer les marchés financiers et rassurer surtout Bruxelles. On ne fait que dépenser. Et quand on essaye de mettre des économies, vous voyez, dans la présidentielle, les économistes, c'est quoi ? On va lutter contre la fraude fiscale. Bon, ça, Bruxelles dit, non, mais allez, on n'y croit pas. Par contre, si vous dites, je vais faire la réforme des retraites et passer de 62 à 65, ça, on y croit. Ça fait des économies. Je fais la réforme de l'assurance chômage. Ça, on y croit. Ça fait des économies. Donc, on rassure nos partenaires, notamment allemands. On rassure les marchés financiers. Donc, les taux d'intérêt restent relativement contenus. Et ça nous permet potentiellement de financer d'autres dépenses. Mais alors là, on se dit, mais pourquoi c'est aux actifs à financer d'autres dépenses ? Là, il faudrait un impôt, d'accord, pour le faire, et pas un système de retraite qui doit être ni en déséquilibre, mais ni en excédent. Merci. Il me reste 2 questions. Une pour Monsieur Le Floch et la prochaine sera pour vous, Monsieur Heyer. Monsieur Le Floch, donc on a évoqué la transition écologique qui quelque part va provoquer un nouveau modèle économique.
Vous nous avez parlé de la RSE tout à l'heure et les bénéfices que ça pouvait représenter. Vous êtes le deuxième, je crois, acheteur de coton bio en France. Donc, quels sont les autres, je dirais, aspects favorables à la mise en place de la responsabilité sociétale et environnementale donc, dans une entreprise? Alors, ça a beaucoup d'effets bénéfiques. D'abord pour les clients comme la Poste, la SNCF, la police que j'ai habillée pendant 5 ans, sont très rassurés parce qu'ils savent que leurs salariés sont respectés. Donc ça, c'est le premier effet bénéfique de la RSE. Et puis ensuite, je crois que ça accompagne la marque dans un esprit de respect et de bienveillance. Donc aujourd'hui, on est très très heureux d'avoir tous les labels RSE possibles qui existent en Europe dans le domaine du textile en tout cas. Et ça nous a beaucoup aidé. La RSE, c'est quoi? C'est donc le respect des salariés, le respect de toutes les parties prenantes qui tournent autour de l'entreprise, le respect de l'environnement et le respect des produits qu'on vend. Voilà, on a un labo de qualité qui est sans doute le plus pertinent en France dans le textile, privé en tout cas, qui nous permet de garantir le consommateur et le porteur de ces vêtements qu'il n'y a aucun métaux lourd, qu'il n'y a aucun élément néfaste qui puisse faire du mal à l'humain à l'intérieur de ces vêtements. Voilà, donc tout ça, c'est un ensemble assez lourd et assez complexe. J'ai 2 personnes chez moi qui ne font que de la RSE tous les jours. Et voilà, ça nous a permis, je pense, de survivre dans ce monde du textile complètement fou que je vous ai rapidement décrit, oui, avec ces $30 au Bangladesh et ces 2000 € en France pour des gens qui font à peu près le même travail, mais avec au Bangladesh 60 ou 70 heures de travail et en France 35. Mais je fais des heures sup quand je peux, donc autour de 35, 38 heures. Voilà. On mesure l'éthique que vous mettez effectivement dans le fonctionnement de l'entreprise et votre engagement à respecter vos salariés. Question très rapide pour Monsieur Heyer. Une dernière question. On parle de réindustrialisation de la France. Franchement, c'est possible ou est-ce que il y a certains domaines, c'est complètement utopique? Bon, c'est compliqué la réindustrialisation parce que vous voyez aujourd'hui la frontière entre le service et l'industrie des fois elle est très difficile à mentionner. Mais vous voyez l'industrie lourde peut-être que effectivement c'est pas celle-ci qu'on va se réindustrialiser. Là je pense que ce qu'il va falloir faire, mais grâce à la RSE, c'est-à-dire et grâce notamment à la fiscalité carbone qui va aider à rapatrier un certain nombre de productions, c'est essayer de retrouver, ça a été dit rapidement dans ma conférence, de la souveraineté. Souveraineté, ça ne veut pas dire tout reproduire dans le pays. Et d'ailleurs, je pense que si on reproduisait tout dans le pays, on ne serait pas souverain, parce qu'il suffirait d'une grève ou d'une catastrophe pour arrêter tout. L'idée de la souveraineté, c'est se dire il faut diversifier et il faut que certaines productions reviennent, d'accord, mais surtout qu'on fasse du stock et qu'on ait plusieurs clients potentiels et des fournisseurs potentiels. Et donc, on va le faire, me semble-t-il, mais de façon très lente, mais au sein de l'Europe. Et donc, c'est complètement illusoire de penser qu'on y arrivera seul. Et donc, c'est là où l'Europe, aujourd'hui, marche de travers, d'accord ? Parce que c'est du chacun pour soi. Oui. Alors qu'il faudrait retrouver un esprit européen. Et cet esprit européen, moi, je pense que c'est par la transformation climatique qu'on peut le recristalliser, parce qu'on vit sur la même planète et on a la concurrence asiatique et bientôt aussi africaine. Et donc, du coup, si on veut vivre demain dans un monde qui permet à nos enfants de pas être avec des flux migratoires gigantesques et des problèmes climatiques à répétition, et ça va nécessiter un énorme effort en Europe, mais avec la conséquence, c'est que les prix vont être beaucoup plus élevés. Et ça, je pense qu'il va falloir de nouveau repayer le vrai prix des choses. Oui. Et aujourd'hui, vous voyez, on est allé trop loin dans cette concurrence libre et non faussée. Vous voyez, en Europe, l'idée était de dire si le consommateur a un pouvoir d'achat élevé, il sera heureux.
d'accord, et pour qu'ils soient heureux, puisqu'on ne peut pas augmenter les salaires, on va avoir les prix les plus bas, et s'il faut délocaliser au Bangladesh, on délocalise au Bangladesh. Bon, ça, je pense qu'il faut sortir maintenant de cette idée-là, parce que celle-ci, certes, a donné du pouvoir d'achat, mais a provoqué des catastrophes d'un point de vue climatique. Donc, il faut revenir à un peu de sobriété, bien sûr, ça c'est évident, mais aussi à des prix qui ont leur juste valeur, que ce soit dans les produits des consommations intermédiaires que l'on achète et les salaires que l'on paye. On doit tout payer à sa juste valeur. Et c'est pour ça que les valeurs RSE permettent de remettre un peu l'église au milieu du village en disant ça a des valeurs, mais c'est des valeurs de société et des valeurs qui sont un peu plus larges parce que ça permet une belle transformation climatique. Merci pour vos interventions. Maintenant, je ne veux pas manquer le moment de donner la parole à la salle. Nous arrivons donc au terme de cette table ronde. Je suppose que les échanges, le témoignage également, suscitent parmi vous un certain nombre de remarques, un certain nombre de questions. Donc, je propose que l'on fasse circuler le micro. Pour cela, je vous demanderai donc d'abord de vous présenter et ensuite, pour que ce micro puisse tourner auprès du plus grand nombre, et de poser des questions courtes. Voilà, la parole est à la salle. Bonjour, Guillaume Delacroix, 30 ans. Je me permets de vous poser une question sur l'inégalité sociale. Il y a eu la crise des Gilets jaunes il y a quelques années. On voit bien que le placement, il n'est pas chez les revenus modestes. Dans un monde où la France a fait un pays beaucoup plus tertiaire, avec beaucoup plus de services. Donc, je prends les restaurateurs, tout ce qui est par rapport au tourisme. Est-ce que les revenus modestes seront les personnes sacrifiées qui devront, en tout cas, diminuer ou en tout cas ou arrêter carrément tout ce qui est loisirs pour subvenir uniquement à leurs besoins primaires de se nourrir, se loger et se chauffer? C'est une question pour vous, ça, monsieur Hier. Alors, je suis désolé, je ne vois pas exactement qui a posé la question. Mais donc, monsieur Guillaume Delacroix. D'accord, mais ok, je ne sais pas où il est. Voilà, il est dans l'Assemblée. Okay. Je ne le vois pas non plus, mais lui, il nous voit. Très bien. Donc, je ne vais pas le regarder, je vais regarder au milieu. Donc, globalement, non, mais de toute manière, la question, est-ce que c'est les ménages modestes qui font autre chose que de la survie mensuellement? Ils le faisaient déjà avant la crise. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'ils n'ont pas surépargné non plus. Parce que la surépargne est venue du fait qu'on a bloqué la consommation des commerces non essentiels, du tourisme, des restaurations, puisqu'ils n'allaient pas faire du tourisme, ils n'allaient pas au restaurant, ils n'ont pas, on leur a pas empêché cette consommation, ils n'y allaient pas avant. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que ça ressemble. Alors, c'est compliqué de savoir qui est un gilet jaune, mais la crise de demain, elle sera plutôt de la classe moyenne, d'accord? Je ne veux pas dire que la classe inférieure va se porter mieux, mais globalement, aujourd'hui, ce qui est indexé, c'est le revenu des ménages modestes. D'accord? Donc, le SMIC, les minima sociaux, les retraites, tout ça vont être indexés. En revanche, les salaires, bon, là, c'est quasiment indexé, mais en gros, macroéconomiquement, les NAO aujourd'hui donnent plutôt 4%, alors qu'il y a 6,5% d'inflation. Donc, vous perdez à peu près 2,5%. Mais quand vous avez indexé le bas de la distribution. Donc, ça veut dire que les classes moyennes vont perdre en pouvoir d'achat parce que leur salaire ne va pas progresser comme le pouvoir d'achat. Et les classes aisées, elles, ont la surépargne et leurs actifs. Donc, effectivement, vous voyez, le problème de cette classe moyenne, c'est le problème de déclassement. C'est qu'elles vont se faire rattraper par les classes qui sont en dessous, qui auront un pouvoir d'achat qui va être maintenu, et distancées par les ménages qui sont au-dessus. C'est là un moment où ce sentiment de déclassement est plus fort que finalement l'effort qu'on demande, en disant mais pourquoi il n'y a que moi qui perds finalement, et je me fais rattraper et je me fais distancer. Et c'est à ce moment-là où les crises sociales arrivent. Alors, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'elle arrive. Vous voyez, quelle est la goutte d'eau qui fait que globalement, là, trop, c'est trop. D'accord ? Sinon, moi, j'aurais dit la crise sociale, elle aurait dû arriver il y a 6 mois. Bon, elle est toujours pas là. Complètement. Alors, il y a des mouvements de grève, mais vous voyez, c'est pas encore là. Moi, il me semble que le coup de grâce, c'est au moment de la discussion sur les retraites. Vous voyez, l'assurance chômage, finalement, les chômeurs,
Allez, ils vont pas dans la rue. En revanche, je pense que les actifs moyens qui vont devoir travailler plus longtemps pour financer la retraite, avec un effort qui va porter sur eux et pas sur les cadres, parce que globalement, à 65 ans, un cadre, de toute manière, partait pas à la retraite. Je pense, c'est à ce moment-là, mais je fais un petit pronostic, que la crise... Le risque est le plus fort. Le risque est le plus fort. Une autre question. Bonsoir, Christophe Vermet, je suis agriculteur. Monsieur Ayer, vous nous avez parlé tout à l'heure de problèmes de recrutement des entreprises. Or, il me semble que le taux de chômage ne baisse pas aussi rapidement. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Alors, vous voyez, ce qui est très curieux, je vous ai dit qu'en France, on produit 1% de plus qu'il y a 3 ans. D'accord ? Donc, normalement, quand on produit 1% de plus qu'il y a 3 ans, on n'est pas obligé de recruter. Vous voyez, là, on a des salariés qui sont plus productifs chaque année. Normalement, la moyenne, c'est 0,8. Donc, normalement, pour produire la même chose qu'il y a 3 ans, ou 1% de plus, les entreprises auraient dû licencier. D'accord ? Aujourd'hui, elles n'ont pas licencié. Elles ont embauché 800 000 salariés de plus qu'en 2000. Pour produire 1% de plus qu'il y a 3 ans, on a 4,3% de salariés en plus. Oui. C'est la productivité devient négative aujourd'hui en France, ce qui est quand même les gains de productivité, ce qui est incroyable. Et vous voyez ici, c'est ça. Alors, je peux vous dire, les augmentations de salaire, plus les coûts énergétiques, c'est le coup de grâce des entreprises vont disparaître. D'accord ? Donc là-dessus, vous allez me dire, 800 000, le chômage aurait dû baisser plus. Non, parce qu'en fait, globalement, et c'est ça la grande différence avec les États-Unis, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui étaient en dehors de la population active. Vous voyez, la population active, c'est l'emploi, les salariés, plus les chômeurs. Les chômeurs sont dans la population active. Mais vous avez toute une frange, d'accord, des citoyens qui sont en dehors de la population active. C'est ce qu'on appelle le halo du chômage. C'est presque des chômeurs, mais pas du tout. Quand ils voient qu'on recrute et qu'on recherche, je reviens sur le marché du travail. Et donc, ça fait que le chômage baisse moins parce qu'il y a quand même une population active qui progresse. Et donc, c'est ça qui a fait tampon. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, que des personnes qui étaient découragées, qui ne s'inscrivaient même plus à Pôle emploi, qui ne se considéraient pas comme chômeurs, se considèrent aujourd'hui de retour et dans le circuit du travail. En tout cas, sont dans le circuit. Bon, alors bien sûr, pour le gouvernement, c'est une mauvaise nouvelle dans le sens où le chômage baisse moins vite, parce que globalement, ces personnes-là reviennent de s'inscrire. Mais pour l'économie, c'est plutôt une bonne chose. Le taux d'activité a progressé fortement, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci. Bon. Une autre question ? Oui, bonsoir, Philippe Pinault, directeur d'analyse agricole de Bretagne. Vous avez dit justement qu'effectivement, tous les produits devaient être payés à leur juste valeur. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs dans cette salle où justement, on attend tous que nos produits soient payés à la juste valeur. Et en même temps, on se rend compte que le pouvoir d'achat, globalement, ne va pas aller en augmentant. Donc comment résoudre cette équation je ne sais pas si elle est... Comment Votre Quelles réponse ? sont les perspectives ? Alors, vous voyez, peut-être si je peux retourner là-dessus, je vous ai promis que je suis allé un peu vite, mais moi je pense que ce slide que vous pouvez relire après, il est très important. D'accord ? C'est que globalement, vous voyez, avant la crise, la doctrine, quand nous au Conseil, on auditionnait la Commission européenne, ou quand la Commission européenne nous auditionnait, le message qu'il nous faisait passer, je le lis avec vous, c'était globalement, délocaliser, notamment dans les pays asiatiques, déréglementer le marché du travail, c'est-à-dire en gros flexibiliser le marché du travail, ayez des salaires les plus bas possibles, aller vers les énergies fossiles parce que ça coûte moins cher que le renouvelable, baisser le taux d'intérêt, ça c'était pour la Banque centrale, favoriser les distributeurs par rapport aux producteurs. Et nous, on s'occupe de la concurrence libre et non faussée. Si 2 entreprises en Europe veulent fusionner, moi, je peux casser cette fusion, d'accord, pour qu'ils ne soient pas en situation de monopole et de fixer les prix. Et donc, tout ça pour avoir les prix les plus bas possibles. Et depuis 2020, quand on les revoit, ils ne nous tiennent plus du tout le même discours. Ils nous disent, alors, il faut retrouver une souveraineté industrielle, médicale, numérique. Rapatrier de la production. Alors, attention, si on avait délocalisé pour des problèmes de coûts, ça veut dire que les coûts vont être supérieurs, les prix vont être au-dessus. Oui, c'est pas grave. C'est pour retrouver la souveraineté. Bien. Allez, maintenant, il faut mieux protéger un certain nombre d'indépendants, de travailleurs de plateforme, des salariés de seconde ligne.
qui ont une énorme utilité, notamment pour la Covid. Ah, donc tu nous proposes d'augmenter les salaires, mais attention, avant tu nous disais qu'il fallait baisser. Donc si on les augmente, les prix vont être au-dessus. C'est pas grave. Il faut retrouver un peu quand même de décence dans les salaires qu'on propose. Il faut sortir des énergies fossiles. Ah bon, mais si on y allait, c'est parce que c'était moins cher que les renouvelables. Donc oui, mais c'est pas grave. Pour la transition écologique, ça va coûter plus cher, mais c'est nécessaire. Et ils nous disent il faut redonner du pouvoir de négociation et du pouvoir d'achat aux producteurs et aux agriculteurs. Ah, tout ça, ça va faire monter les prix. Donc vous voyez, c'est pas une mesure, c'est beaucoup de mesures. Alors, vous voyez, c'est la Commission qui propose ça. Ah, ensuite, une fois que la Commission propose, il faut que les États s'en emparent et fassent des lois pour y arriver. D'accord ? Mais aujourd'hui, vous voyez, la pression de la Commission qui était il faut avoir les prix les plus bas, maintenant se lève complètement et il y a d'autres revendications et donc vont admettre des prix bien plus élevés. Ce qui me fait dire qu'on est sorti un peu de cette stratégie low cost, d'accord ? Mais il y a bien quelqu'un qui va payer puisque les prix vont être au-dessus. D'accord, c'est à la fois les citoyens, mais peut-être qu'il y aura une compétitivité un peu du coup. C'est pour ça qu'il faut une fiscalité aux frontières de l'Europe et dire aux pays asiatiques, si vous venez vendre vos produits chez nous, non seulement il faudra payer une taxe carbone, mais aussi on regardera un peu ce que vous faites en termes de tension sociale et de cotisation sociale. Et c'est par ce mécanisme-là où on arrivera peu ou prou à faire augmenter les prix, mais les salaires, et donc vivre finalement avec un pouvoir d'achat aussi bien, mais avec finalement une répartition à la fois géographique et climatique qui sera un peu plus en notre faveur. C'est pas du jour au lendemain. Merci, Monsieur Hier. Donc, je vais proposer à l'Assemblée de réserver leurs questions après la fermeture de cette conférence. Vous aurez tout loisir de venir aux côtés de Jean-Guy Le Floch et de Éric Heyer pour les interroger. Donc, juste une dernière fois, je me tourne vers vous, messieurs. Voilà, nous arrivons au terme donc, de cette soirée. Quel message voulez-vous laisser à l'Assemblée avant que je donne la parole à Monsieur Rouleau ? C'est à vous. Je commence. Moi, je pense que le message aujourd'hui, c'est se dire les problèmes qu'on pensait avoir, c'est-à-dire d'aide publique ou même de mondialisation, on doit les renverser. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir un objectif, me semble-t-il, plus de mondialisation ou moins de dette publique. C'était un peu ça, en fait. On avait un objectif avant, il faut réduire la dette. C'était ça notre objectif. Et il faut essayer d'accélérer la mondialisation pour essayer d'avoir des prix les plus bas. Je pense qu'il faut renverser et se dire la mondialisation, la dette publique, c'est deux instruments. Ce pas des objectifs, ce sont des instruments et on doit trouver l'objectif pour ces instruments. À quoi nous sert la mondialisation? À quoi nous sert la dette publique? Et donc, essayons de trouver un objectif et essayons de comprendre comment la dette publique ou la mondialisation permet d'arriver à cet objectif-là. Donc, c'est renverser et redonner à ces deux éléments leur vraie nature. Ce sont des instruments et pas des objectifs. L'objectif est ailleurs. Est-ce que c'est pas la façon de préserver la paix sociale? L'objectif, après, on doit en discuter tous ensemble, et c'est au moment des présidentielles. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est bien entendu la transition écologique. C'est un objectif commun à tous les pays, et peut-être que la dette publique est intéressant pour arriver à cet objectif et de dire aux générations futures, tu payes une partie de notre transition écologique parce que c'est toi qui vas en bénéficier, d'accord? Donc pourquoi pas? Et après, il faut regarder aujourd'hui, on a des tissus productifs qui vont mal. Comment on peut utiliser la dette publique pour sauver du tissu productif? Et vous voyez, on aura une dette publique qui va augmenter, mais on aura des actifs, nos entreprises, qui seront... peut-être que ça vaut le coup de nous endetter pour avoir des entreprises qui vont nous permettre d'avoir finalement un monde meilleur qui va permettre à nos enfants de vivre correctement. Donc, encore une fois, allez, redonnons la vraie nature à la dette publique et à la mondialisation. La mondialisation peut nous aider aussi, d'accord? Mais ce n'est pas plus de mondialisation coûte que coûte ou moins de dette publique coûte que coûte. Merci. Monsieur Le Floch, justement, même question. Quel message voulez-vous laisser ce soir à l'Assemblée, ici?
Écoutez, moi, j'aurais un message beaucoup plus terre à terre et pragmatique. Hein. Désolé pour pas avoir Non, mais c'est aussi ça tout l'intérêt. cette immense culture économique. Écoutez, moi, j'aurais un message de breton aux autres bretons qui sont là. Quelle que soit la situation, il faut se battre. Et il faut se battre dans un environnement solidaire. Dans mon groupe, on est 600 et on a traversé toutes les tempêtes en se battant, en trouvant des solutions et en étant plus breton que breton, c'est-à-dire très opiniâtre, très têtu et très accroché à nos valeurs qui sont de très belles valeurs quand on les compare à celles qu'on peut croiser ailleurs, soit en France ou dans d'autres pays. Donc voilà, quelles que soient les vagues et la hauteur des vagues et la force des tempêtes, en étant travailleur, solidaire, imaginatif et breton, je pense qu'on peut toujours s'en sortir. Voilà. Donc, Ça, c'est le mot de la fin. Ça. Battons-nous et soyons tous solidaires. Bravo. Bravo, c'est vrai. Merci à vous, messieurs. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette conférence avec vous. Il me reste effectivement à dire un petit mot à l'assistance. Restez curieux pour adopter les bons réflexes de gestion dans cette période contrastée. Et tout de suite, donc, je vais donner la parole à Monsieur Rouleau, s'il veut bien nous rejoindre. Merci à toutes et à tous. Voilà. Générique cette fois. Ça va, j'ai le droit au générique, moi, c'est bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Heyer, Monsieur Le Floch. Voilà, c'était un moment important avec deux visions complémentaires. Je ne vais pas dire opposées, parce que plutôt complémentaires. Hein. C'est vrai qu'on a la période d'inflation qu'on connaît nous a interrogés, nous, au conseil d'administration, et c'est vrai que les taux d'inflation qu'on connaît aujourd'hui, alors de mémoire, je crois que c'est 85, hein, la dernière fois qu'on a connu une inflation telle que celle-ci. Donc, ouais, voilà. Donc, c'était important pour nous de vous offrir un moment où on pouvait comprendre ces phénomènes. C'est pour ça que l'apport de Rick Heyer était très intéressant à ce sujet et de nous donner quelques perspectives. J'ai retenu juste une chose. Le juste prix, payer le juste prix, il va falloir s'habituer à payer le juste prix. Alors ça parle, je pense, beaucoup à un certain nombre d'entrepreneurs ici dans la salle. Et c'est vrai que se réhabituer ou réhabituer les consommateurs à payer le juste prix, c'est des choses qui nous parlent. Moi, j'ai apprécié aussi les deux pistes de travail qu'on doit avoir aussi sur cette fiscalité carbone. Je pense que ce soit pour le monde agricole, mais aussi pour le monde de l'artisan et commerçant. Il y a des réflexions à avoir sur le carbone, quelle pierre on apporte à l'édifice et quels bénéfices on peut en retirer. Donc il faut aussi travailler ce sujet-là. C'est une piste de travail, monsieur le directeur, hein, sur le sujet. Et puis la RSE, monsieur Le Floch, le constat en bon breton, c'est que ça marche, hein, de prendre soin à la fois des collaborateurs, des produits que l'on sort, et puis de la façon qu'ils sont produits. Donc voilà, alors c'était l'objet de cette conférence débat ce soir, c'est de savoir et comprendre. Je pense que ça a rempli sa mission. En tout cas, je suis très heureux de voir que ça a attiré beaucoup de monde ce soir. Je remercie l'équipe de la commission vie associative, bien sûr, Vincent, Josiane et toute leur équipe, qui ont imaginé cette conférence débat. Elle est positionnée ici à Passé. On a fait l'Assemblée Générale à Vannes, au stade de la Rabine. J'invite déjà tous les adhérents à l'Assemblée Générale qui aura lieu le 23 mars prochain. Donc, on inverse les rôles l'année prochaine. Donc, l'Assemblée Générale aura lieu en Ille-et-Vilaine, donc ce sera au Roison Park. On change de stade, on change de sport, mais toujours le même objet, une Assemblée Générale ordinaire. Et puis, un moment d'apport, de savoir avec un conférencier aussi qui nous rejoindra. Donc retenez déjà le 23 mars prochain. Je remercie l'équipe d'organisation. Et puis, à un moment où la soirée se termine, je pense qu'on va passer de la culture spirituelle à la culture gustative. Donc je vous invite à rejoindre le cocktail. Merci à tous. Merci aux collaborateurs également présents dans la salle.